Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 115e numéro. Aujourd'hui pour revenir comme d'habitude sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et Dieu sait qu'il y en a malgré que le championnat soit terminé, la fin des compétitions. Mais avec le Paris Saint-Germain, il y a de l'actu tous les jours. Et quelle actualité aujourd'hui? On était obligé de venir avec vous, de vous préparer ce podcast pour parler de cette folle rumeur qui agite le mercato parisien au sujet de l'entraîneur. C'est la folle rumeur qui prend de plus en plus de forme ces dernières heures. Et si Pochettino quittait déjà le Paris Saint-Germain seulement 5 mois après son arrivée, l'ancien entraîneur Tottenham qui serait tenté à l'idée de retrouver le banc des Spurs, on en parlera tout à l'heure. Et on parlera également, on fera un bilan de la ligne défensive du Paris Saint-Germain. On fera ligne par ligne pour alimenter évidemment la chaîne YouTube de Paris United. D'ailleurs, je rappelle, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Paris United pour ne louper aucun contenu. Comme d'habitude, likez la vidéo si le contenu vous a plu. Et puis on est ensemble évidemment tout l'été, on viendra avec vous pendant l'Euro, parce qu'il y aura aussi des Parisiens pendant l'Euro qui seront là, évidemment. Donc ne vous inquiétez pas, malgré la fin des compétitions, on sera toujours là avec vous. Et enfin, on terminera avec, selon chaque chroniqueur, qui le Paris Saint-Germain doit recruter sur l'aspect des défenseurs. Et on fera évidemment les milieux de terrain et les attaquants, parce que je pense qu'au niveau des gardiens, il n'y a pas grand-chose à recruter. Et je vais vous présenter ceux qui vont m'accompagner pour parler de tous ces sujets très intéressants. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse? Salut à tous, ça va bien. Alors moi, je ne sais pas si vous avez la bonne vue. J'ai la vue sur le parc, là. Je ne sais pas qui a touché. Je sais pas. Non, mais c'est bon. Je crois que c'est moi, en fait, je touchais pour changer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on était sur des gradins en pierre. Et ça m'a fait rire, je suis vraiment désolé. Non, mais c'est bon, on le verra pas. Voilà, c'est toujours, il y a toujours un mec à un moment qui met ça dans le podcast. Vous remettez sur vue gris et vous inquiétez pas, voilà. Vous voyez. J'ai mis grande grille, c'est bien, on est tous là. On est tous là. Donc Mousse, ça va très bien, mais on n'est jamais tranquille avec ce club, quoi qu'il arrive. Comme tu l'as dit, même quand la saison est terminée, il y a toujours un dossier explosif qui sort. Donc écoute, on va en parler, mais ouais, c'est assez curieux ce qui se passe autour de Pochettino. On va en parler, il y a des choses à dire. Yacine Amned également qui est avec nous. Ça va Yass, fidèle au poste? Ouais, toujours, salut à tous. Écoute, oui. On croyait qu'on allait avoir quelques jours de repos au moins pour recharger. Et on aura tenu 3 jours. Ouais. Et enfin, il nous fait le plaisir de revenir avec nous. Vous l'avez déjà vu dans le podcast, évidemment, éditorialiste, chroniqueur chez Africa 24, le Club des 5 et tant d'autres choses. Il nous fait le plaisir et l'honneur d'être une nouvelle fois avec nous. Samy Mochtabi, comment ça va, Samy? Bonjour à tous, ça va très bien. C'est un honneur d'être parmi vous. C'est toujours un plaisir, franchement, de répondre positivement à l'invitation de Paris United. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis entièrement d'accord avec mes collègues. On pensait être tranquille. Et finalement, Paris, quoi. Paris. Et en plus, Samy, c'est des sujets qui t'intéressent. Voilà. Oui, c'est vrai, franchement. Non, mais en plus, c'est vrai, quand tu m'as transmis les sujets, je t'ai dit, c'est propre, il y a des choses à dire, c'est très intéressant. C'est vrai, ça. Quand je t'ai demandé mardi, j'avais pas prévu Pochettino. Voilà, ça s'est rajouté au. C'est bien, c'est le petit bonbon en plus. Bien sûr, effectivement. Et donc, je parlais de Pochettino. On va commencer avec cette folle rumeur parce qu'on avait prévu de commencer par le bilan de l'assise des défenseurs du Paris Saint-Germain, mais évidemment, l'actu vient troubler l'ordre du podcast, le conducteur, et on parle de ça en premier évidemment parce que au tout début, la rumeur aurait pu faire sourire tellement elle semblait improbable, mais aujourd'hui, elle a tellement pris d'ampleur que l'heure ne semble plus à la mauvaise blague, on va dire. Pochettino songerait déjà bien à quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver Tottenham, son ancien club. Alors, ça a été lancé par les médias anglais, tout d'abord, The Independent lundi, puis l'information a été confirmée par le très sérieux The Athletic, selon le média britannique. Je rappelle un peu les grandes lignes, le contexte avant d'en parler. Pochettino aurait déjà même entamé des discussions avec les Spurs pour envisager un éventuel comeback. Je vous donne un petit passage de l'article. Si Pochettino a apprécié la chance de travailler dans un club d'élite, il a trouvé que son rôle à Paris était moins puissant que celui qu'il a tenu chez les Spurs pendant 5 ans et demi aux côtés de Levy, du président Daniel Levy. L'Argentin s'est retrouvé confronté aux mêmes problèmes internes au PSG que son prédécesseur Tourelle. Évidemment, c'est ce dont on va parler. Et de son côté, donc, le Paris Saint-Germain, pour l'instant, n'a pas communiqué là-dessus, évidemment. Ce n'est qu'une rumeur, mais ça a été aussi confirmé du côté des médias espagnols, de AS, qui affirme que la relation de Pochettino avec Leonardo ne serait pas idéale. Beaucoup d'indices pour une certitude. L'entraîneur argentin s'interroge sur son avenir à Paris. Mais tout d'abord, je vais venir vers toi, Mousse. Est-ce que tu as pu contacter le club pour savoir si cette information était avérée ou non sur le vrai faux départ de Pochettino, un retour éventuel à Tottenham? Oui, d'ailleurs, j'ai tweeté ce matin. Évidemment, moi, avant de relayer quoi que ce soit, la moindre des choses, c'est d'abord de demander aux concernés. Moi, on m'a assuré qu'il y avait absolument rien de ce côté-là, qu'ils étaient plutôt tranquilles et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en gros, c'est la presse s'emballe pour pas grand-chose. Maintenant,
Est-ce qu'ils m'auraient dit autre chose? Je ne pense pas, même si c'était vrai. De toute façon, c'est pas moi qui l'aurais dit. Mais bon, Loïc Tanzi a tweeté aussi, Bruno Salomon pareil, en disant que le PSG était plutôt tranquille. Moi, je pense effectivement que le PSG n'a pas envie de s'en séparer. Peut-être. Alors moi, je sais pas si Pochettino, honnêtement, j'ai pas l'info là-dessus de savoir si Pochettino veut partir ou pas. Après, ça serait. Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est quand même des journaux qui sont assez sérieux. À part l'article du Sun qui met un peu sur le feu en parlant des. Oui. Je l'ai même pas cité, hein, le Sun. J'ai parlé vraiment des médias qui sont très critiques. Il me semble que As a repris justement les informations du Sun. C'est pour ça que je te disais ça. Non, au club, on me dit qu'il y a rien. En tout cas, il y a rien. Ils n'ont pas communiqué. Enfin, si, ils ont communiqué indirectement en publiant l'interview de Pochettino qu'il a donné à PSG TV pour eux, parce que moi, j'ai quand même posé la question à savoir s'il allait avoir une communication. On m'a dit la communication a été faite indirectement. Pour moi, c'est pas assez clair, malgré tout. C'est juste une interview de bilan de fin de saison qui est assez classique, que tu retrouveras normalement dans tous les clubs, et qui a dû être enregistré il y a quelques jours en plus. Je précise, Mousse, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, le timing est intéressant, mais au moment où on annonce évidemment que la rumeur prend de plus en plus d'ampleur, que Pochettino pourrait retourner à Tottenham, sur le compte Twitter du PSG, il publie un tweet en disant, en publiant une interview de Mauricio Pochettino sur ses premiers mois en tant qu'entraîneur et ses premières fiertés, ses grandes ambitions pour l'avenir de l'équipe, avec un titre en gros, nous ferons de grandes choses dans l'avenir. Donc voilà, évidemment, le timing interpelle, mais c'est de ça dont tu parlais, Mousse. Voilà, il y a ça, et puis il y a aussi, ça a été révélé, je l'ai su ce matin aussi, qu'il y avait eu une réunion en début de semaine entre Leonardo, Nasser et le staff de Pochettino pour évoquer certains sujets, notamment le mercato. Même si le mercato il est préparé en amont, mais c'est normal de faire une réunion parce que l'entraîneur va aller en vacances, etc. Écoute, c'est très curieux ce qui se passe autour de Pochettino. Encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je pense qu'effectivement que Pochettino, en arrivant, il a dû voir que le fonctionnement, déjà, c'était pas comme à Tottenham où il avait une relation directe avec le président Lévy. Il n'y a pas forcément de directeur sportif comme il peut y avoir au PSG. Et c'est vrai que Leonardo a un très très grand pouvoir au PSG qu'il ne partage pas forcément. Et ça, on l'a vu même les saisons précédentes depuis 2019. Il y a eu les mauvaises relations avec Thomas Tuchel. Sur les relations entre Pochettino et Leonardo, pardon, je pourrais pas vous dire, j'ai pas d'informations sur le fait s'ils s'entendent bien, pas bien, moins bien. On m'a raconté certaines choses, mais je peux pas les dire là parce que j'ai pas creusé encore. Et moi, si je sors une information, je veux vraiment qu'elle soit validée à 100%. Donc, mais effectivement, j'ai entendu des choses sur des mésententes, sur certains choix, sur l'utilisation de certains joueurs. Effectivement, c'est ce qu'on m'a dit, parce que depuis ce matin, je cherche à avoir des informations. Mais il faudrait que faudrait que ces informations soient comportées par d'autres sources, ce qui n'est pas encore le cas. Mais voilà, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si Pochettino veut quitter le Paris Saint-Germain, il va falloir qu'il démissionne. Et si vraiment il se sent mal au PSG, c'est la seule solution pour lui, c'est de démissionner et de ne rien attendre en termes d'indemnité de la part du Paris Saint-Germain. À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain n'a pas l'air disposé à se séparer de son entraîneur. Mais il est possible, effectivement. Alors, pour reprendre dans l'ordre, sur les informations de The Independent, on dit juste que Tottenham a contacté Pochettino. Et moi, je pense que c'est vrai, mais je crois pas que ce soit le fait de Pochettino. Et après, par la suite, peut-être que ça lui a mis le doute et qu'effectivement, après un demi-échec, on va dire, peut-être qu'il se dit que effectivement, c'est peut-être mieux de retourner à Londres où il a peut-être une meilleure mainmise sur l'équipe qu'il ne l'aura jamais au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que c'est une possibilité. Après, dernière chose, Pochettino a posté une photo à Instagram ce matin souriant avec son maté et en tenue du PSG. Donc voilà, il y a beaucoup d'infos contradictoires et il va falloir suivre ça de près et peut-être que dans la journée, on aura un peu plus d'informations. Samy, on pensait quand même, il y a une grande valse des entraîneurs en ce moment en Ligue 1. On voit tous les clubs se séparent de l'entraîneur ou sont en fin de contrat, ne sont pas renouvelés. On pensait que le PSG allait à peu près être le seul club tranquille pour cet été. Et puis au final, voilà ces informations qui tombent. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand tu as vu ces rumeurs enfler et le truc prendre ? Sincèrement, en toute honnêteté, moi personnellement, je n'y crois pas du tout.
Voilà, c'est un petit peu le lot un peu des grands clubs, même des clubs de foot en général. Hein. Il y a souvent, dès la saison finie, des rumeurs qui pop, qui sortent. Après, que ça touche Paris forcément, parce que Paris, c'est un club qui attire l'œil, qui attire les rumeurs. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Mousse. Moi, je pense que Tottenham et à Pochettino, bah, ça me semble plutôt logique. C'est un très bon coach. C'est un coach qui a une très bonne cote sur le marché, qui est très bien classé, on va dire, dans le niveau notoriété et performance. Donc ça m'étonne pas que Tottenham, et en plus qui a très bien travaillé avec lui dans le passé, pense à lui. Que Tottenham l'ait contacté, là aussi ça m'étonne pas. Il faut bien prendre conscience que dans le monde du foot, les gens se parlent. Hein. C'est parce qu'à partir du moment où il signe au PSG, il va plus parler à personne. Hein. Ils se font pas la gueule, ils continuent à se parler. Donc que Tottenham l'ait contacté et que Lévy, puisqu'ils ont été proches, lui disent au détour d'un appel ou d'un café, je sais pas s'ils se sont vus, ce serait bien que tu reviennes. Oui, pourquoi pas. Maintenant, entre les envies de Tottenham et la réalité, il y a peut-être aussi un gap. C'est souvent le cas d'ailleurs. Donc voilà, moi je vois plus ça comme ça. En tout cas, ça m'étonnerait, moi, de la part de Pochettino et de la part du PSG, que cette situation puisse arriver. Sincèrement, je pense qu'il est encore un peu tôt. Après, on peut commencer à chercher des raisons pourquoi. Oui, je pense que tout n'est pas parfait dans la relation entre Leonardo et Pochettino. C'est vrai on sait très bien qu'au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup d'ingérence. Mais je pense pas qu'au bout de 6 mois, ça ait déjà effrayé Pochettino. Donc c'est pour ça que, sincèrement, je l'ai pris comme ça. La nouvelle est venue, je dis pourquoi pas, c'est bien, ça fera vendre du papier ou ça fera des clics, parce que c'est un petit peu pour ça aussi. Il faut aussi comprendre que il y a plus beaucoup de matchs là jusqu'au 15 juin prochain, à part la finale de la Ligue des Champions, donc il faut bien qu'ils trouvent quelque chose à dire aussi. Nos journaux anglais, nos tabloïds anglais, c'est pareil aussi en France. Hein. Je peux t'annoncer que d'ici quelques semaines, il y aura aussi des rumeurs qui sortiront sur tel ou tel coach. Par exemple, avec Galtier, il n'y a aucune information sûre. Bon, donc voilà, moi je pense que c'est le lot un peu de chaque intersaison, ce genre de rumeurs, mais sincèrement, j'y prête pas beaucoup attention et surtout, j'y crois vraiment pas, sincèrement. Yacine, Samy disait c'est le lot de grands clubs comme le PSG d'avoir ces rumeurs, mais quand même, Pochettino n'est là que depuis 5 mois. Il a toujours dit vous me jugerez sur mes résultats à partir de la saison prochaine. Et là, le timing de cette rumeur qui pourrait retourner à Tottenham, c'est quand même intriguant, non ? Ouais, le timing, c'est clair parce que la saison elle vient à peine de finir et que lui est là depuis janvier, ça c'est clair. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Déjà, il y a une vase des entraîneurs. Alors, tu as parlé de la Ligue 1, moi je vais élargir à l'Europe. Hier, on regardait avec Romain Bédouc, justement, au Club des 5. Il y a une vingtaine d'entraîneurs des 5 grands championnats qui sont classés dans les 5 premiers ou 6 premiers, je crois. Il va y avoir une vingtaine de changements. Alors, il y en a une quinzaine de sûrs et il y en a 5 possibles. Je sais même pas si c'est déjà arrivé ça, d'avoir autant d'entraîneurs dans les gros clubs comme ça. J'ai pas souvenir que tous en même temps aient décidé. Par exemple, la Bundesliga, ils ont changé carrément, les 6 premiers ont changé d'entraîneur. Ouais. Ah, mais c'est fou. Donc ça, déjà, c'est quelque chose à noter parce que je pense qu'il y a un contexte économique, il y a un contexte aussi sanitaire qui a usé les gens, qui a fait qu'il y a beaucoup de changements. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, le timing est étrange. Moi, je ne vais pas rentrer dans est-ce que c'est vrai ou pas. Moi, je me dis une chose. Enfin, je me dis plusieurs choses. La première, c'est que effectivement, on a souvent parlé de ce côté politique des entraîneurs au PSG. Et il y a des entraîneurs qui sont plus capables que d'autres de le gérer. Mais je pense qu'on arrive aussi dans une ère, on le voit avec Conte à l'Inter, où les entraîneurs ont décidé de ne plus être en première ligne s'ils ne sont pas responsables de tout. En gros, Pochettino, comme Conte à l'Inter, Conte, quand il décide de quitter l'Inter parce que l'Inter décide de vendre pour des raisons économiques certains joueurs, et donc de ne pas lui donner tout ce qu'il va vouloir sur le marché des transferts, en gros, il dit, moi je pars parce que l'année prochaine, c'est moi qu'on va défoncer quand on va être 3e du championnat, éliminé en Ligue des Champions parce que vous avez vendu Hakimi, Brozovic, Lukaku. C'est pas, on va pas me dire, ouais, t'as pas fait ton travail, on va me dire, tiens, on va dire, tu fais pas ton travail plutôt que de dire c'est les dirigeants qui te donnent une mauvaise équipe. Donc, il décide, lui, de partir. C'est une façon de travailler, encore une fois. Hein. On peut être entraîneur en disant je m'adapte à ce que j'ai, mais on peut être aussi entraîneur en disant moi, je veux avoir les joueurs qui me correspondent, et si on ne me donne pas les cartes, je m'en vais. Voilà, stop. On sait qu'Antonio Conte, il fait jamais dans la ficelle, et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors c'est pas le projet qu'on lui a promis,
il n'hésite pas à partir et claquer la porte au bout de 2 saisons, une saison. Mais voilà, mais moi je trouve que on peut voir ça comme, entre guillemets, hein, de la lâcheté, il s'en va, etc. Mais on peut voir ça aussi comme de l'honnêteté en disant, moi je ne peux pas travailler comme je veux, je reste pas, c'est tout, stop. Et puis après, il y a donc le contexte PSG. Et le contexte PSG, on le connaît, avec les statuts de certains joueurs, etc. Et donc, il est fort possible que y ait, à un moment donné, Pochettino qui se pose des questions sur qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, qu'est-ce qu'il va pouvoir imposer, etc. On a parlé, par exemple, quand Neymar fait un mauvais match, parce que c'est le symbole, hein, c'est pas pour critiquer que Neymar, quand Neymar fait un mauvais match, est-ce que tu peux le sortir? Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important à un moment donné quand tu cherches de la compétitivité. Maintenant, pour les discussions, effectivement, je suis comme Mousse et comme Samy. Moi, je ne pense pas du tout que c'est Pochettino qui a fait le premier pas, ça c'est clair. Par contre, il va falloir réellement se poser la question, et pour moi, c'est une chose très importante. S'il a écouté Tottenham, moi je suis désolé, mais moi je m'en sépare tout de suite. Parce qu'à partir du moment où il écoute, c'est que déjà il a des doutes. Parce que si tu viens de t'inscrire dans un projet, au bout de 5 mois, si tu écoutes déjà ce qui se passe ailleurs, c'est que tu n'as aucune confiance en tes dirigeants, si tu n'as aucune confiance en ce qui va se passer, et que tu es déjà quelque part, si on devait faire un pourcentage, on va dire, allez, peut-être 80% au PSG et 20%, j'écoute quand même ce qui se passe. Pour moi, c'est très grave. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'infos réelles là-dessus. S'il a écouté, pour moi, c'est déjà un premier problème. Et puis, alors, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que tu idéalises trop le football, Yacine. Non, justement, je connais. Oui, non, mais malheureusement, ça arrive même aux joueurs, enfin, je veux dire, ça arrive aux coachs et aux joueurs. Tu as des joueurs qui sont sous contrat même dès la première année et qui discutent déjà avec d'autres clubs. Et ça, c'est le jeu. C'est comme ça. Neymar, quand il était déjà à Barcelone, dès sa première année, il discutait avec le Real, il discutait avec Manchester United et jusqu'à ce qu'il quitte le Barcelone pour le PSG, c'était la même chose. Et d'ailleurs, il a fait exactement pareil dès la première saison au PSG. Il discutait avec d'autres clubs. Mbappé, c'est exactement pareil. Mais là, on parle du cas du coach Pochettino et je suis d'accord avec toi, Yacine. Moi, je pense aussi, comme tu viens de le dire, que il sent que sportivement, il va pas pouvoir avoir les mains libres. C'est compliqué. Parce que franchement, quand tu as vu jouer Tottenham sous Pochettino, tu reconnais pas sa patte au PSG. Et tu te dis que c'est pas possible, par exemple, quand il a dû voir la défaite contre Nantes, celle contre Lorient, même celle contre Monaco, ben, il n'y a eu aucune réaction de la part des joueurs, il n'y a eu aucune combativité. Et c'est vrai que quand tu connais ce coach et ce qu'il demande à ses joueurs, tu te dis c'est quand même bizarre qu'il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de sanction. Quand je dis sanction, c'est que en général, quand tu sors un match comme tu as sorti contre Nantes ou contre Monaco, etc., logiquement le coach il est pas content parce que les consignes n'ont pas été observées et donc la fois d'après, bah, les mecs qui n'ont pas été bons sur le terrain, qui n'ont pas écouté les consignes, logiquement, tu les mets sur le banc. Mais il y a tellement d'ingérence et de politique au PSG que lui sent qu'il peut pas faire ce genre de choses. Et surtout avec les joueurs importants. Et surtout dans une année où tu es censé prolonger tes 2 stars. Et ça, c'est peut-être la réflexion qui s'est faite et qui se dit, est-ce que moi, toute ma carrière au PSG, je vais pouvoir faire ce que je veux? Et c'est peut-être là où il a peut-être pas complètement tort. Alors, Samy, tu voulais un petit mot? Je vous donne la parole à Yacine après. Samy. Oui, non, juste par rapport, je comprends le côté frustration de Pochettino qu'il pourrait ressentir lors de ses 5 ou 6 premiers mois, mais moi je trouve ça quand même assez tôt en fait encore. Et il y a aussi le côté sportif qu'on nommait beaucoup parce qu'aujourd'hui, il a quand même une équipe quand même sympathique. Hein. C'est quand même toujours plaisant d'avoir des joueurs comme Neymar, Mbappé, ou Di Maria ou même Keane. Enfin, il y a quand même, on va pas citer, mais il y a quand même pas mal de joueurs de haut niveau au Paris Saint-Germain. Faut aussi mettre en parallèle le côté sportif à Tottenham, qui n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Je veux bien qu'il s'est senti bien là-bas, mais aujourd'hui Tottenham n'a pas un projet sportif non plus extraordinaire à te vendre. Donc moi il y a ça qui me dérange, c'est qu'on se dise oui c'est possible tiens qu'il quitte aujourd'hui le Paris Saint-Germain pour Tottenham. Moi franchement pour moi ça n'a aucun sens. Enfin, en tout cas sportivement ça n'a aucun sens. Pochettino quand même il a montré qu'il avait des ambitions. Pourquoi aujourd'hui il envisagerait de partir malgré, je suis d'accord avec vous, hein, la frustration qu'il ait pu ressentir sur les 5-6 premiers mois, se dire que ce sera pas facile, mais après rien n'est jamais facile dans le football. Il y a aussi des champions qui essaient justement de passer ces barrières et voilà de gagner malgré tous ces poids. Pourquoi Pochettino aussi se dirait pas, voilà, il y a quand même une intersaison qui arrive avec un mercato que je pourrais à peu près contrôler ou au moins essayer de façonner mon équipe. Tu parlais de pas de Pochettino qu'on n'a pas encore vu, je suis bien d'accord, mais il prend l'équipe en novembre, donc peut-être qu'aussi il faut lui laisser. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut lui laisser du temps avec ses joueurs. Il y avait des joueurs qui
qu'il désirait pas forcément. Je pense que quand on lui met Danilo ou Bakker dans les pattes, ça peut faire mal à un projet de jeu, ça peut faire mal à l'équipe. Donc voilà, moi je pense que c'est ça aussi. Je pense déjà que financièrement ou autre, ce serait improbable. Sportivement, c'est improbable. Pour moi, dans cette rumeur, il n'y a rien qui tient aujourd'hui en fait. Mis à part le seul fait qu'on se dit oui, bon bah il est frustré à Paris parce qu'il y a de l'ingérence. C'est quand même faible, je trouve, comme seule raison qui le forcerait à partir, parce que en vous écoutant tous les deux, c'est ça qui ressort le plus. C'est le côté bon, il peut pas vraiment contrôler. C'est quand même, je trouve que ce serait une petite raison aujourd'hui dans le football pour quitter un club aussi grand si rapidement. C'est quand même un club qui fait deux demi-finales de suite, finale de Ligue des Champions la saison dernière, qui est aujourd'hui parmi les 4-5 clubs qui peuvent potentiellement remporter cette coupe. Hein. Il y en a pas 10 000, il faut pas se voler la face. Je veux dire, moi, Pochettino quitte Paris dans quelques semaines pour Tottenham, pour moi, ça n'a aucun sens. Samy, c'est vrai que la réflexion de Samy est très intéressante, comme toujours. Mais Tottenham, qui est toujours, bien sûr, Tottenham qui est 7e quand même au classement, qui jouera même pas l'Europa League, ni la Ligue des Champions, et Pochettino. Qui va perdre des joueurs. Comment ? Qui va perdre sûrement des joueurs aussi. Alors, est-ce que le président Daniel Levy veut faire revenir Pochettino pour garder Kane ? Enfin, il y a peut-être tout un truc aussi là-bas. Voilà, il y a peut-être aussi une réflexion comme ça de la part du président Levy. Mais c'est de se dire, Yacine, est-ce que Pochettino qui voulait un club d'une plus grande dimension, etc., pour gagner des titres, quitter déjà le navire au bout de 6 mois, 5 mois, serait quand même un sacré aveu de faiblesse, non ? Oui, on peut le voir comme ça. Moi, franchement, je pense qu'on arrive dans une ère où les coachs en ont marre de se faire taper dessus d'être en première ligne pour masquer les bêtises ou les erreurs des autres. Voilà, et je pense que ça pèse. Quand Tourelle, on peut en penser ce qu'on veut, hein, et on a été les premiers ici à expliquer plein de choses sur lui, sur son comportement, sur ce qu'il a fait. Quand Tourelle fait les déclarations ou les interviews qu'il fait en arrivant à Chelsea, il y a quand même des choses très importantes à souligner. On peut encore une fois tout dire, ouais, le mec est parti, maintenant il dit ça, maintenant il dit ci. Oui, c'est toujours plus facile. Malgré tout, il faut jamais toujours analyser de façon négative les dires de quelqu'un quand il est parti, parce qu'il y a toujours des choses à prendre. L'aigreur, etc., c'est la justification un peu des faibles en disant il est aigri maintenant, il critique. Mais non, c'est pas tout le temps vrai. Il se rend compte de choses. Et moi, je pense qu'il y a des choses intéressantes dans ce qu'a dit Tourelle, et notamment sur ce côté politique, sur ce côté tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il a sûrement perdu les pédales à un moment donné, lui aussi. Il n'y a pas de problème. Et c'est là où moi, j'en veux à tous ces coachs qui ne font que critiquer sans se remettre en question. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sur les critiques, il faut toujours les écouter parce qu'il y a toujours des choses intéressantes et des choses à relever. Et je pense qu'on l'a dit notamment quand on commençait à parler du départ de Tourelle, quand on énumérait un peu les profils, on disait il faut un profil politique. On l'a répété quand même ici plusieurs fois. Mais c'est pas anodin. Et moi, j'avais comparé ça au Real Madrid à l'époque. Le PSG et le Real Madrid, pour moi, ce sont deux clubs qui se ressemblent, pas dans l'histoire, etc., mais dans la structure, dans l'environnement. Voilà. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, par exemple, que Zidane quitte le Real Madrid aussi parce que il est aussi en première ligne. Il a été menacé 3 fois cette saison, encore une fois, alors qu'il est revenu dépanner. Voilà, je pense qu'on arrive dans une ère où les coachs ont envie. Ouais, mais pas au bout de 6 mois. Parce que tous ceux que tu as cités, il y a quand même une période de 2-3 ans. C'est ça, en fait. C'est les 5-6 mois qui sont quand même choquants. Je veux bien comprendre que certains quittent, mais quand même, il y a une petite période quand même de. Ça, là-dessus, sur le timing, on l'avait dit, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on arrive dans une période où je pense que les coachs, en gros, pour caricaturer un peu, ou pour résumer, ont envie de se faire taper dessus s'ils le méritent. Voilà. Si je peux pas faire de recrutement, tu peux pas me défoncer à un moment donné, faut vous calmer, quoi. Mousse. Alors, je voulais déjà rebondir sur ce que disait Samy. Quand je parlais de Pat Pochettino, je parlais surtout d'état d'esprit. C'est-à-dire que un coach comme Pochettino, c'est un coach qui emmène son effectif et que même tu peux perdre. Évidemment, il a perdu des matchs et à Tottenham, évidemment, il s'est même pris des sacrés raclés. Mais je pense pas que les joueurs baissaient les bras sur le terrain ou avaient un comportement où ils marchaient. Et en plus, la différence, c'est que quand tu es coach en première ligue, tu peux jamais te reposer, en fait. T'as 20 clubs, mais du premier au dernier, c'est des mecs qui donnent tout. Donc, il y a déjà plus de compétitivité en première ligue et tu n'arrives pas sur le terrain en te disant le match, il est gagné. Ce que se disent souvent les joueurs du PSG en Ligue 1. Qui a dit Tourelle, d'ailleurs. Justement. Ouais, voilà, exactement. Et lui, sans doute qu'il a aussi remarqué ça, c'est-à-dire que on est en Ligue 1, on est beaucoup trop fort individuellement, même si on se prend un but, on va égaliser, on va en mettre un deuxième. Tranquillement, sans faire d'effort. C'était dans ce sens-là. Sinon, Samy, tu as tout à fait raison. Ça faisait 6 mois qu'il était là. On peut pas le juger, lui, en tant que coach, s'il a été mauvais, pas bon.
Il y a tellement eu un contexte difficile. Il n'y a pas eu de préparation. Il prend l'équipe en janvier. L'équipe, elle est complètement désarçonnée parce qu'il y a eu une gestion de Tuchel avec Leonardo. Ça s'est super mal passé. Les joueurs, ils ont subi ça aussi quelque part avec les changements de poste, avec Marquinhos au milieu. Même les joueurs, parfois, ne comprenaient pas pourquoi Marquinhos jouait au milieu et qu'il fallait mettre Danilo derrière. Donc, lui, il héritait ça. Donc, déjà, il fallait pacifier ça. Ça a mis du temps. Ouais. Il a pris le temps de préparer son équipe parce qu'il jouait tous les 3 jours. Donc, c'est difficile, évidemment, de mettre une patte. Simplement, enfin, c'est bizarre d'avoir vu des joueurs marcher sur le terrain quand tu perdais face à des petites équipes et que lui ne fasse pas de changement. Et c'est là que je te disais que je pense qu'il a compris aussi qu'au PSG, c'était un peu plus dur qu'ailleurs. Et dernière chose, pour parler par exemple d'un coach comme Unai Emery qui a remporté sa 4e Ligue Europa hier, Unai Emery aussi au PSG a eu ce genre de difficultés. Il a même songé à démissionner. On avait parlé à l'époque à Nasser El Khelaïfi qui n'avait pas voulu de sa démission et qui lui avait demandé de rester. Ça concernait tous les coachs, même Ancelotti qui arrive, qui amène une certaine stabilité, etc., qui met plus ou moins un collectif en place. Eh ben, il a suffi d'une défaite, je sais plus si c'était à Amiens ou Reims, à chaque fois je confonds, pour qu'il se mange un coup de pression. Eh ben, il s'est dit, si c'est comme ça, si vous me laissez pas assez de temps pour que je puisse mettre les choses en place, il est parti. Et il est parti, et ensuite au Real Madrid, il gagne la 10e Champions League. Donc il y a un vrai contexte difficile au Paris Saint-Germain. Après, là où je te rejoins, Samy, c'est vrai que c'est bizarre, et qu'en plus, Pochettino, t'as pas l'impression que c'est le genre de coach à baisser les bras. C'est ça. Au bout de... Ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. Et puis, juste un dernier truc par rapport à ce que tu disais, justement, tu trouves pas que, je suis d'accord, c'est vrai que le discours qu'il aurait dû apporter, justement, cette grinta, ce côté un peu, on se bat jusqu'à la dernière minute, qu'il avait inculqué à son staff, à son équipe, pardon, à Tottenham, je suis d'accord que l'entièreté de l'équipe du Paris Saint-Germain ne l'a pas saisi. Mais je trouve que certains joueurs, et notamment, pour moi, le plus important aujourd'hui, Kylian Mbappé, y a adhéré à 100%. Alors, je sais pas pour vous, après, c'est peut-être un ressenti, mais déjà, la période de forme, de retour en forme de Mbappé correspond à l'arrivée de Pochettino. À partir du moment où Pochettino est arrivé, Mbappé a quasiment sorti que des masterclass sur quasiment chaque match, que ce soit en C1 ou en Ligue 1, à part le match aller contre Manchester City, mais bon, voilà, on connaît les raisons, il était aussi diminué. Mais quand même, je trouve peut-être aussi, peut-être que Pochettino aussi, il a commencé à travailler pour la saison prochaine. Il a compris que il devait peut-être s'appuyer. Voilà, il a choisi peut-être une des 2 stars sur lequel il devait s'appuyer. Il a compris que c'était peut-être Mbappé qui allait peut-être le plus être réceptif à. Mais c'est ce qui s'est passé un peu. Alors peut-être que ça a peut-être créé des tensions et que d'autres se sont dit bon bah voilà, il nous montre qu'il veut tabler sur Mbappé pour le futur. Bah, je sais pas. Enfin, il y a aussi peut-être des choses comme ça qui peuvent interférer. Mais moi, je trouve que justement son discours a touché certains joueurs. Peut-être que c'était plus ciblé, comme justement c'était pas encore son équipe. Il a choisi ses têtes pour son futur projet, et c'est peut-être pour ça que toute l'équipe n'a pas suivi. Mais moi, je trouve qu'il y a des joueurs quand même qui ont adhéré. Il y a Mbappé, il y a Marquinhos, il y a Moïse Kean qui devrait peut-être rester au Paris Saint-Germain. Voilà, mais je pense qu'il y a ça. Enfin, ça explique peut-être aussi cela. Yacine. Non, c'était pour dire que déjà, Neymar, je peux pas compter sur l'autre star puisque déjà, elle n'est pas là un match sur 2. Déjà, c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué. Vaut mieux être présent souvent quand on compte sur toi. Non, mais voilà, après, je pense qu'en fait, chacun a un peu son avis. Moi, je comprends l'idée de Samy, pour résumer rapidement. L'idée des 5 mois, c'est vrai que ça paraît très court et ça paraît très étrange que quelqu'un s'en aille aussi vite. Après, tu peux très bien te dire qu'il a pu ressentir des choses une fois qu'il était dedans. Et que il se dit, écoute, moi je préfère travailler à Tottenham sereinement, tranquillement, en ayant les mains libres, que de soi-disant rester au PSG, mais en ayant des choses forcées. Voilà, ça peut être un choix. Encore une fois, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Mais moi, je pense qu'il faut la prendre au sérieux au fur et à mesure qu'elle se développe. Voilà, c'est pas anodin. Moi, j'ai une dernière question quand même, parce qu'en vous écoutant tous les 3 depuis tout à l'heure, est-ce que Mousse, en fait, le club, pour un entraîneur parisien, est-ce que l'équipe est ingérable en fait pour un entraîneur? Le club, est-ce que c'est ingouvernable? Est-ce qu'il y a un problème aussi on en a déjà parlé plusieurs fois avec Tourelle, etc. Mais est-ce que c'est impossible pour un entraîneur d'appliquer ses idées dans ce Paris Saint-Germain version QSI? Mais en fait, l'histoire nous le montre et nous le prouve avec la succession des entraîneurs. J'en parlais d'Ancelotti à aujourd'hui Pochettino. Peut-être un peu moins parce que Pochettino, ça fait 4 mois, mais en tout cas avec Tourelle. Rappelez-vous même de Laurent Blanc. Laurent Blanc qui se fait insulter par un de ses joueurs.
et ce joueur qui trouve le soutien du président, tu vois, qui va le voir jouer en CFA, etc. T'imagines, dans quel club tu peux voir ça? Ça, c'est impossible. C'est pour ça que je pose la question. Mousse, bien sûr. On aurait pu se dire, allez, Ancelotti, peut-être qu'il y a eu un désaccord, etc., que c'était un problème personnel, etc., ou que ça pouvait concerner qu'un entraîneur. Mais quand les entraîneurs se succèdent, et c'est toujours la même raison pour laquelle les entraîneurs partent, c'est bien qu'il y a un problème au-dessus, que c'est pas l'entraîneur la cause. Mais regarde, on va parler juste du mercato, par exemple. Donc, tu as un directeur sportif qui est censé faire la politique sportive du club, donc s'occuper un peu du mercato. Évidemment, qui doit en référer à l'entraîneur, qui a un peu son mot à dire, au moins sur des profils, etc. Mais ça fait 10 ans qu'au PSG, tu as un joueur par saison qui va plaire à Doha. L'année dernière ou l'année d'avant, je crois que c'était Oussem Aouar. Donc, il fait une bonne saison. On va essayer de voir est-ce qu'on peut le faire. Kamavinga, la même chose. Est-ce que Kamavinga, d'après vous, il a été suivi depuis qu'il est en U12, U11? Non. En fait, les joueurs comme ça, c'est parce qu'ils font des bonnes saisons. Ensuite, toute l'Europe en parle. À un moment, rappelez-vous, c'était le Real Madrid qui voulait s'attacher les services de Kamavinga. Et donc, au PSG, il dit, nous aussi, on va faire Kamavinga. Et en fait, le mercato, t'as Nasser qui s'en mêle, alors qu'il a un directeur sportif. T'as Leonardo qui fait ça de son côté, avec plus ou moins son réseau, en faisant croquer ses amis, etc. T'as l'émir du Qatar qui, aujourd'hui, je dis pas qu'il s'est éloigné, mais à l'époque où le Qatar rachète le PSG, c'est son père qui est émir. Donc lui, il intervient plus au quotidien dans le PSG, mais aujourd'hui, c'est lui qui gère le pays. Mais autour de lui, il y a beaucoup de conseillers qui lui disent, ou des agents qui viennent le voir, oui, tel joueur, tel entraîneur, etc. Et en fait, il y a trop de ça se disperse trop au PSG à ce niveau-là. Et il n'y a pas qu'une seule voix. Il y en a 3 ou 4, sans compter les profiteurs qu'il y a autour du club, puisque il se dit c'est un club qui a de l'argent, donc chacun veut emmener son entraîneur, son joueur, etc. Et personne ne parle d'une seule voix. Sans compter les gens à l'intérieur de la direction qui se tirent dans les pattes pour des questions de pouvoir, etc. Ce qui a toujours existé depuis le rachat du PSG. Et de toute façon, même avant, il y a toujours eu des histoires au PSG, même bien avant les Qataris. C'est un club qui aime les problèmes et qui ne vit pas très bien tant qu'il n'en a pas assez. Donc oui, c'est évidemment très compliqué pour un entraîneur. Tant que tu as une direction comme ça, avec un président qui est absent, mais qui veut parfois aussi se mêler du mercato, avec un directeur sportif qui veut, comme Leonardo, qui veut absolument tout gérer et qui communique très peu avec ses équipes. Faut savoir que Leonardo, c'est quelqu'un qui travaille seul, uniquement avec son adjoint qui s'appelle Angelo Castellazzi, et qui communique très peu, et qui veut aussi gérer la communication du club, alors qu'il y a un service comme au club. Et ça, je peux vous donner un exemple. L'année dernière, quand Juninho avait critiqué un peu Neymar en disant que les Brésiliens, tout ce qui les intéressait, c'était l'argent, et qu'il n'y avait pas forcément un plan de carrière, etc. Le PSG voulait communiquer, mais de manière diplomatique, en sortant un communiqué officiel. Et ils avaient tout préparé. Et Leonardo a appelé RMC en disant ouais, je veux répondre à Juninho. Et tout le travail de la com, il a été sapé par Leonardo. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais Leonardo au club aujourd'hui, je peux vous dire que tous les salariés et dans différents services, bon, c'est pas l'entente cordiale avec Leonardo. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien avoir du pouvoir. On lui avait laissé le pouvoir en 2019 pour gérer le cas Neymar, ce qu'il a plutôt bien fait, en montrant les muscles, en disant voilà, c'est soit Barcelone paye, soit tu restes et tu la fermes. En gros, c'était ça. Sauf qu'après, il a continué dans cette veine-là, en montrant les muscles, et ça a pété juste entre les 2 tours de Dortmund, après l'anniversaire de Cavani, parce qu'il a mis un coup de pression aux joueurs en disant que c'était inacceptable qu'il fasse la fête, entre 2 tours de Ligue des Champions, et ça a fini par un clash entre lui et Navas, et ça a failli venir aux mains. Parce que Leonardo, il a ce genre de communication un peu dure, mais ça a déplu aux joueurs, ça a déplaît aussi à la direction du PSG. Donc Leonardo, c'est un personnage qui est clivant au PSG, hein. Même s'il a une très bonne image auprès des supporters, ce que je peux comprendre, parce que quand il communique, il est toujours souriant, etc. Il est plutôt intelligent même. Mais quand tu discutes avec des gens au club, c'est un autre son de cloche. Ouais. Est-ce que, Samy, tu as quelque chose à rajouter par rapport à la question que je posais sur est-ce que le problème de gouvernance au Paris Saint-Germain? Non, honnêtement, je trouve que ça a été très bien. Non, vraiment, ça a été très bien résumé par Mousse. Ça n'a rien de paraphraser. Il a un peu tout dit avec. Non, mais c'est vrai, avec en plus des petites anecdotes. Je suis entièrement d'accord. Et puis sur le
sur le mode de communication de Leonardo, même nous, même si on n'est pas insiders ou autre parfois, on a déjà vu, il y a des clashs qui existent sur Internet avec des joueurs, on voit qu'il a un rapport de force assez spécifique, notamment, je sais pas, vous avez vu celui avec Ibrahimovic lors de la fête du titre. Il est comme ça. Ouais, le premier titre, exactement. C'est une vidéo qui avait pas mal buzzé à l'époque. Elle est un peu tombée dans l'oubli, mais voilà, tu vois que niveau rapport humain, lui, il est comme ça. Il a ce rapport de force, un peu je m'impose. Et si tu vois que devant une caméra, il peut se prendre la tête avec Ibrahimovic, tu conçois qu'il peut faire encore pire en off avec des joueurs. Donc, ouais, c'est vrai que il y a ce petit côté ingérence de partout. Et c'est vrai que Leonardo, voilà, il a ses qualités et ses défauts. Mais maintenant, on les connaît parfaitement. Et dernière chose, Hugo, si je peux me permettre. Après, on a les défenseurs quand même. 30 secondes. Hein. La dernière chose, c'est que si tu prends la carrière de dirigeant de Leonardo, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Le premier passage, évidemment, il est réussi parce qu'il n'y avait pas de fair play financier et qu'il avait le chéquier. Il pouvait dépenser. Et évidemment, c'est quand même un peu plus facile quand on a de l'argent. On connaît les conditions dans lesquelles Ibrahimovic est venu. Mais voilà, il faut se rappeler que depuis 2019, en termes de mercato, alors l'année dernière, il a fait ce qu'il pouvait, c'était le Covid. On va pas lui en vouloir, même si avec peu de moyens, peut-être qu'un autre directeur sportif aurait peut-être fait mieux. Mais depuis, en tout cas en ce qui concerne les ventes, quand il n'a pas pu vendre, il a été obligé de prolonger. Et les deux exemples, c'est Kurzawa et Draxler, dont on pensait qu'ils allaient partir libres. Ouais. Voilà. Excellent choix pour Julian Draxler d'ailleurs. Je rigole, je savais que ça allait faire tiquer Yacine. Regarde Yacine, le petit sourire de Yacine là, il est pas content, Yacine, tu veux rajouter quelque chose ou on passe aux défenseurs? Dis-moi. Tu peux rajouter quelque chose si tu veux. Non, c'est juste dire que le président, directeur sportif, entraîneur, normalement c'est une relation de travail et de confiance. S'il y en a un dedans qui te plombe, les joueurs ils sont pas plus bêtes que les autres. Hein. Tu sais, c'est quand des parents s'embrouillent et que les gamins ils sont là, ils voient très bien quand il y a de l'attention, les joueurs ils sont pareils. Et les joueurs ils sont assez malins pour s'engouffrer du côté qui les arrange. Donc certains vont soutenir l'entraîneur, d'autres le directeur sportif. Et c'est comme ça que tu fais exploser, ou en tout cas que tu n'optimises pas ce que tu as. Voilà. Nos amis lyonnais, je crois, connaissent les mêmes. Exactement, ouais. Eux, ils ont fait un exemple en 4K. Ils nous ont montré. C'était magnifique. Ouais. On n'est pas encore là entre Pochettino, Leonardo et Nasser, mais quand même. Voilà. Ah, c'était pas mal. Hugo, Mbappé qui est à Clairefontaine, qui doit lire tout ça, ça n'a pas arrangé ses affaires pour prendre sa décision. T'as raison, parce que ça doit bien l'aider dans sa réflexion de dire je vais rester au PSG, il y a un projet sportif cohérent, il y a une bonne entente entre l'entraîneur et le directeur sportif, il va se dire ça va bien parler pour le mercato, ils vont bien bosser ensemble. Quoi. Et il dit ça à côté de Karim Benzema qui lui dit ouais, c'est bon, vas-y, viens tranquille. Mais Zidane il est parti aussi. Samy, si c'est vraiment Conte qui va au Real, on va bien rigoler la saison prochaine aussi. Hein. C'est clair. Moi je pense pas que c'est pour Benzema ce sera un problème, parce que lui dans l'attitude et dans le... Non, pas Benzema. Le reste, je pensais à d'autres joueurs. Quoi. Ouais, ça va piquer. Bon, on verra tout ça. En tout cas, pour l'instant, voilà ce qu'on pouvait dire sur le dossier Pochettino. On attend évidemment les prochaines informations. Dans les heures qui arrivent, passons quand même au sujet de ce dont qu'on voulait parler évidemment dans le podcast avant cette info sur Pochettino. On va faire un bilan de chaque ligne cette année au Paris Saint-Germain. On va commencer avec les défenseurs. Bon, parce que évidemment, on va pas parler de Keylor Navas, qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1 par ses pairs pour le trophée UNFP. Bon, rien à dire sur sa saison. S'il y en a bien, qui a rien à se reprocher, qui a été impeccable, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, c'est Keylor Navas. Donc, merci Son Keylor. Je ne vais pas vous lancer dessus. Parce que la dernière fois, quand j'ai dit Mbappé, il avait fait un bon match, j'ai dit, quand il est comme ça, il n'y a rien à dire. Il y a un mec qui m'a repris et m'a dit, si, c'est justement là qu'il faut dire. Donc, dis pas, il n'y a rien à dire. Son Keylor a été exceptionnel toute la saison. Voilà. Il faut dire les mots. Voilà. Alors, Son Keylor Navas a été exceptionnel toute la saison. Et surtout en C1. Voilà, ouais. C'est en grande partie grâce à lui que le PSG a été en demi-finale de Ligue des Champions et est resté dans le coup jusqu'à la fin pour le titre. Est-ce que j'ai bon? Voilà, c'est bon. On peut passer à autre chose. Très bien. Je vous ai demandé, d'ailleurs, Keylor Navas qui n'a pas été retenu avec la sélection du Costa Rica pour cause apparemment de blessure. On se souvient qu'il a eu une blessure à l'épaule. Oui, ils sont mis d'accord. Ils sont mis d'accord avec le. Ouais. Ça l'arrange. Oui, parce qu'il doit disputer 2 rendez-vous avec sa sélection nationale. Il y a la phase finale de la Ligue des Nations, version contact. Ouais, exactement. Fin mai, et puis début juin, la Gold Cup courant juillet. Alors, c'est mort pour la première, et peut-être la deuxième qui la fera, c'est ça Ouais, exactement. Ouais. Bon. Mais tant mieux, c'est bien. Après, il est plus tout jeune, c'est normal aussi. C'est des grands déplacements, c'est des choses qui peuvent être éreintantes. Donc, moi, je trouve que d'un commun accord avec son sélectionneur, c'est quand même la star de son équipe. Je pense qu'il fait un peu ce qu'il veut au Costa Rica depuis le temps. Donc,
Non, alors, s'il peut rester à Paris au chaud cet été, hein, nous ça nous va, hein, comme ça il attaque la saison en pleine forme. Alors, je vous ai demandé à chacun voilà, j'ai noté le choix des chroniqueurs pour le défenseur qui vous a fait la meilleure impression cette saison, que vous avez trouvé le plus régulier, on va dire, voilà, le meilleur. Alors, je vais commencer avec Yacine. Toi, tu as choisi le capitaine parisien. Bah, c'est aussi le choix de Saïd Mochtabi. La logique. C'est Marquinhos. Alors, essayez de vous partager un peu les deux, le joueur, mais voilà, pour toi, Marquinhos, évidemment, bon, sans trop de surprise, le capitaine du Paris Saint-Germain cette saison. J'ai pris son petit bilan sur la saison hein, à Marquinhos. Voilà, 25 matchs de Ligue 1 cette saison, 3 buts et une passe décisive, 10 matchs de Ligue des Champions et 3 buts. Il a été important dans les stats, dans les chiffres, dans l'équipe. Une nouvelle fois, le capitaine Marquinhos. Ouais, bah on voit bien de toute façon que le PSG défend d'une façon quand il y a Marquinhos et quand il n'y a pas Marquinhos. Il est excellent défensivement, mais en fait, on ne le découvre pas. Je trouve qu'il a progressé dans son jeu long, qui devient vraiment excellent. J'ai dans la tête 2-3 passes où vraiment laser, la balle elle part, c'est limite Xavi Alonso de la grande époque. Et en plus, comme d'habitude, c'était arrivé au Final 8, mais c'est arrivé aussi dans le passé. Et cette saison, il marque des buts importants, des buts qui comptent, et des buts où, en plus, je trouve exemplaire dans l'attitude. C'est-à-dire que c'est des buts où il va les chercher, où il va faire mal à des défenses. Et en plus de ça, sur quelques matchs, et notamment par exemple à City, le match retour, quand il montre qu'il finit devant un peu pour essayer, un peu n'importe quoi, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est le joueur qui se crée le plus d'occasions. C'est extraordinaire. Voilà, je pense, pour moi, on a fait un papier sur le site, le bilan des défenseurs des milieux aujourd'hui. Demain, il y aura les offensifs. Pour moi, il lui manque juste ce côté vraiment capitaine, leader, capable de recadrer tout le monde, sans exception. Voilà, et je pense que ça deviendra un immense joueur parce que au niveau football, il n'y a plus grand-chose à dire. Au niveau de l'état d'esprit personnel, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, il lui manque ce côté. Il est capitaine, dans l'exemple, mais on sent encore un peu de réticence à recadrer certains joueurs. Voilà. S'il passe ce cap, je pense honnêtement que il n'y aura plus grand-chose à dire de négatif. Samy, toi aussi qui as choisi le capitaine Marquinhos, qu'est-ce que tu as à dire en complément de Yacine? Oui, c'était un petit peu la saison qu'on attendait parce que voilà, il y avait le départ de Thiago Silva, donc on voulait voir un peu ce que ça allait donner Marquinhos seul. En plus, il avait été malmené ces dernières saisons au milieu par Thomas Tuchel, donc ça n'avait pas été facile pour lui de s'établir à son meilleur poste qui est celui de défenseur central, de stopper. Pour moi, il a coché toutes les cases cette saison. Je suis d'accord avec Yacine sur le petit côté encore leadership à retranscrire sur le terrain, mais il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui n'a que 27 ans. C'est un 94 Marquinhos. On est là, ça fait déjà l'impression que ça fait 10 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Il n'a même pas atteint son prime. Un défenseur central, ça va commencer vers 28-29 ans. Thiago Silva, à 22 ans, il ne faisait pas ce que faisait Marquinhos, il ne disputait pas les compétitions de Marquinhos. Il faut bien comprendre que Marquinhos, c'est un monstre en gestation. Enfin, je pense normalement, s'il continue sur cette progression exponentielle, d'ici 2 ans, Marquinhos, on va en parler très 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 haut, très très lourd quoi. Et je trouve aussi qu'il a ce côté. Je suis d'accord que sur le terrain, il n'a pas encore donc cette poigne, mais je trouve que dans son discours en off et son discours hors terrain, il a progressé aussi et il incarne de plus en plus l'âme du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que son maillot, il se confond de plus en plus avec sa peau. Il ne fait qu'un avec le maillot, mais c'est vrai, il ne fait qu'un avec le maillot du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, quel joueur incarne le plus le Paris Saint-Germain dans l'effectif du PSG? C'est Marquinhos. Il fait partie des anciens avec Verratti. J'espère qu'il fera une carrière à la Totti. C'est, je pense, ce que tous les supporters du Paris Saint-Germain espèrent. Après, s'il veut partir, j'espère qu'il partira au Brésil et pas ailleurs en Europe, qu'il nous respectera. Mais voilà, je pense que c'était une saison de transition et c'était aussi une saison de la confirmation. Vivre seul, sans Thiago Silva, et prendre le leadership défensif, ce qu'il a parfaitement fait. Maintenant, normalement, pour moi, tous les voyants sont verts pour justement une progression constante jusqu'à le très 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 haut niveau, ce qui tutoie quand même. Il a fait quand même des performances très lourdes en C1, qui est quand même le révélateur, la référence du football de haut niveau. Donc franchement, je comprends pas si certains ont encore des doutes sur ce joueur. Yacine, tu rajoutes un petit peu.
Ouais, c'était juste effectivement, sur sa com, il est très bon, mais sur ses analyses de match, il est excellent. Il se trompe rarement, il est très lucide sur les prestations du PSG, et quel que soit le résultat, c'est-à-dire qu'il n'a pas un discours quand tu gagnes et quand tu perds, il est très lucide Il n'y a quand pas de langue de fait bois. ses analyses dès la fin du match. Ouais, même à chaud. Ouais. C'est que souvent, des fois, à chaud, on peut. Voilà. Même à chaud, il y a toujours la bonne analyse. Il y a toujours fausse impression. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est voilà, Marquinhos, en tout cas, le leader, et Samy l'a bien dit, c'est un bien qui représente bien l'âme du Paris Saint-Germain, du club. C'est le capitaine Marquinhos et qui n'a que 27 ans, donc il y a encore de belles années devant lui. C'est jeune 27 ans pour un central. C'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est vrai que le prime, c'est plus de 29, ouais, c'est même 29-30 ans même. Ouais, clairement. Mousse, toi, tu as choisi son compère, Presnel Kimpembe. Alors, dès le défenseur français Presnel Kimpembe, je rappelle pareil, sa fiche un peu de cette saison comme pour que j'ai fait pour Marquinhos. Voilà que tu as disputé 28 matchs de Ligue 1 cette saison, 11 de Ligue des Champions, mais pas de but malheureusement pour l'international français. Je te laisse nous expliquer pourquoi tu as choisi Presnel Kimpembe. Ouais, je dis juste 30 secondes sur Marquinhos. N'oubliez pas qu'il a été mis en concurrence très souvent avec Alex, avec David Luiz. Il a été patient, même si à un moment, ça l'a titillé de quitter Barcelone quand ils avaient un peu insisté. Quand tu le mettais à droite. Ouais, voilà. Et puis il sentait qu'on n'avait pas entièrement confiance en lui. Il arrive à 19-20 ans au PSG, donc et j'ai pris Kimpembe évidemment pour pas qu'on soit tous les trois sur Marquinhos. Sinon, évidemment, j'aurais dit Marquinhos. Kimpembe, c'est aussi un peu le cri du cœur parce que il est formé au club et voilà, ça nous fait toujours plaisir de valoriser un talent parisien, même s'il n'est pas au niveau de Marquinhos, c'est clair. Il a encore quelques lacunes, mais je trouve que la progression depuis 2017 où avec Unai Emery, il commence un peu à rentrer dans la rotation. On se rappelle tous de son formidable match, le 4-0 contre Barcelone, où il avait bien tenu, entre autres, Léo Messi. Mais je trouve que voilà, c'est encourageant parce que en règle générale, on l'avait vu avec à peu près le même modèle, Mamadou Sakho, il avait quand même beaucoup d'espoir, et puis finalement, on s'est rendu compte qu'avec Mamadou Sakho, bon, il avait encore certaines limites, pas très bon techniquement au pied, les relances un peu catastrophiques ou hasardeuses, comme vous voulez. Même si on aime beaucoup Mamadou Sakho de par son histoire et formé au PSG, etc. Mais il fallait avouer qu'il avait des limites. Et Kimpembe, moi, je trouve que c'est déjà un cran au-dessus. Je trouve qu'il a pas mal appris aux côtés de Thiago Silva. Je sais qu'il était très proche à un moment de David Luiz quand il y jouait. Il avait dit qu'il avait beaucoup appris aussi aux côtés de David Luiz. Donc voilà, c'est plus un mot d'encouragement parce qu'encore une fois, moi, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Alors parfois, il a encore ces petits sauts de concentration qui peuvent amener quelques erreurs, parfois même des buts. Mais pour un joueur qu'on a formé, il arrive à quand même faire des prestations de haute volée en Ligue des Champions. C'est surtout là-dessus qu'on les juge, parce que je pense que pour la Ligue 1, c'est assez facile. Mais oui, moi je pense que voilà, c'est encourageant. Après, je suis assez d'accord avec Yacine quand il a fait son papier. Il faudrait peut-être lui mettre un concurrent sérieux, parce que je pense que Diallo, c'était peut-être ça aussi. C'était peut-être aussi pour ça qu'il est venu. Malheureusement, entre les blessures et le manque de rythme, donc il avait du mal à enchaîner. Et c'est vrai que Diallo, il a du mal à s'imposer dans cette équipe. En dehors de ça, je trouve quand même que c'est quand même un excellent défenseur. Il est dur sur l'homme. Voilà, pour un joueur formé au club en tout cas, moi, je trouve que il mérite d'être encouragé. Et en espérant que la saison prochaine soit encore mieux, on va aussi surveiller ses performances en équipe de France pour l'Euro 2021, du coup, pas 2020. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Et évidemment, il y a un petit pincement. Voilà, ça vient du cœur parce que c'est un titi et que ça fait toujours plaisir de voir un joueur formé au PSG réussir à s'imposer dans cet effectif, ce qui n'est pas facile. Encore une fois, en dehors un peu de Mamadou Sakho, mais il a vite été remplacé par Alex. Voilà, c'est un des rares Titi qui s'est imposé. Donc, je veux l'encourager pour ça. Et je trouve qu'il a fait plus de bons matchs que de mauvais matchs. Donc, je le mets un peu dans la case des réussites. Oui, Samy. Ouais, non. C'est un très bon choix, je trouve, de la part de Mousse, parce que c'est le deuxième qu'on devrait citer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il a été critiqué quand même cette saison, surtout en fin de saison. Il a été critiqué sur ses derniers matchs, mais je suis d'accord avec toi que je trouve qu'il nous a sorti quand même des grosses performances sur certains matchs de Ligue 1 et sur certains matchs importants de C1. Et je pense que le fait que, bon, il a été aidé par Clément Lenglet avec ses performances à Barcelone, mais le fait qu'il gagne une place de titulaire, parce qu'on se rend pas compte, des Parisiens titulaires en équipe de France, on n'en a pas 100 000, et qu'il gagne sa place en défense centrale
Oui, 2, mais c'est pas 100 000, hein. Justement. L'équipe de France, c'est peut-être une des nations où le niveau est le plus élevé en mais c'est ce qui montre que voilà, que gagner sa place, et quand on voit le niveau de nos défenseurs centraux, quand on voit qu'Aymeric Laporte a été obligé de migrer en Espagne pour trouver du temps de jeu en sélection, c'est aussi pour moi une preuve de performance. C'est aussi une preuve de très haut niveau atteint. Et voilà, moi je trouve que ouais, c'est pas parfait. Et lui aussi, il est jeune, il a que 25 ans, c'est du tout jeune encore Kimpembe. Donc, ouais, je pense qu'on a de quoi être fier de notre Titi. Et il suit une progression. Parce que c'est un gaucher aussi, et c'est peut-être, voilà, il y a peut-être moins de gauchers talentueux au moment où Didier Deschamps doit faire ses choix, parce qu'à droite, à gauche, c'est peut-être un peu plus compliqué, pardon. Et puis je pense que c'est un complément aussi intéressant d'un défenseur qui relance bien. Presco aussi, il a un côté, voilà, il a la vélocité, il est très fort dans les duels. Je pense que c'est une alchimie qui passe bien avec un droitier élégant. Donc ouais, franchement, je pense qu'il y a une bonne progression pour un joueur qui n'était pas du tout attendu à ce niveau-là. Et lui, quand il parle de force, de travail, c'est exactement ça. Pour moi, il représente tout ça parce qu'il a réussi à atteindre ce niveau par la volonté, par le travail, pas forcément par le talent pur intrinsèque. Maintenant que je vous ai demandé votre choix pour le défenseur qui vous a fait la meilleure impression, que vous avez trouvé le plus performant cette saison, on va passer à celui qui vous a le plus déçu. Et là, je me tourne vers toi, Yacine. On continue dans la lignée des défenseurs centraux du Paris Saint-Germain cette saison. Il y a un joueur qui a aussi joué à latéral gauche. C'est peut-être pour ça que tu l'as choisi dans celui qui t'a le plus déçu. C'est Abdou Diallo, Yacine. Ouais, non, enfin, moi, tout le monde sait la vie que. Ça joue quand même ces matchs à gauche. On a souvent parlé. Ça influe dans ta décision de le mettre. Oui, non, mais bien sûr. Mais en fait, il y a un contexte, c'est-à-dire que déjà moi, Diallo, j'ai toujours émis des doutes sur sa capacité à évoluer au niveau au PSG, etc. Le problème, c'est qu'en fait, pourquoi je suis déçu? Parce que finalement, je peux même pas dire aujourd'hui, de façon certaine, Diallo n'a pas le niveau ou a le niveau. En fait, je peux pas parce qu'il est tellement souvent blessé qu'il peut jamais enchaîner les matchs. Ouais, j'ai sa pitch, si vous voulez, parce que je l'ai fait pour les autres. 22 matchs de Ligue 1 cette saison, 8 matchs de Ligue des Champions et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. J'ai pas pris les matchs de Coupe de France, etc. Mais voilà, la Ligue 1 et la Ligue des Champions qui sont révélateurs. Ça fait une trentaine de matchs sur presque 50. Voilà, moi, le problème, c'est que c'est décevant parce qu'il y a toujours des bribes où je me dis, tiens, bon, peut-être que finalement, je suis un peu dur, mais il n'y a jamais de continuité. Et le plus dur dans le football, c'est la continuité. Parce que faire 3 bons matchs ou faire même une bonne saison, j'ai pas envie de dire c'est donné à tout le monde, attention, mais on en a connu des joueurs qui font 6 bons mois ou qui sont un peu en sur-régime sur une saison parce que tout tourne bien, mais qui ne durent pas. Et pour moi, le vrai joueur de haut niveau, il est là. Pour l'instant, Diallo, je sais pas. Au début, quand il a joué dans l'AC, je me disais, tiens, ça va être un concurrent à Kimpembe. Puis finalement, avec les blessures, il n'a pas pu enchaîner. Son entrée contre Barcelone, j'en avais parlé. Moi, j'émettais des doutes, même si je disais qu'aujourd'hui, cette saison, il représentait pour moi la meilleure alternative à Bernat, parce que c'est au-dessus de Kurzawa et Bakker, et là, il n'y a pas photo. Et puis finalement, il rentre contre Barcelone, il fait une super deuxième mi-temps. Et puis après, Rebelote, déjà, il est un peu blessé. Quand il revient, il n'est pas bon. Voilà, donc moi, c'est une déception. C'est une déception parce que c'est des joueurs où voilà, il y a des choses qui te font espérer et finalement, derrière, tu es déçu. Donc voilà, c'est plus pour ça. C'est pas si je fais réellement la déception, évidemment, je vais te mettre Kerrer, par exemple. Voilà, mais c'est même trop facile. Donc, c'est pour ça que là, c'est plus personnel et c'est pas le défenseur qui a fait la pire saison, c'est celui qui vous a le plus déçu. Voilà. Ok. On a vu avec toi, Yacine, pour Abdou Diallo. Samy, je viens vers toi. Toi, c'est un latéral droit, c'est Alessandro Florenzi, prêté avec option d'achat par l'AS Roma. Je rappelle aussi, comme d'hab, la fiche de Alessandro Florenzi, 30 ans, 21 matchs cette saison, 10 matchs de C1 pour 2 buts et une passe décisive. Pourquoi c'est le défenseur qui t'a le plus déçu cette saison, Samy? Parce que j'avais quand même des petites attentes concernant notre ami Florenzi. Il arrive quand même d'une bonne cylindrée de Serie A. Il a un pédigré quand même, il est international italien, il a déjà joué une demi de C1 justement avec la Roma. Enfin voilà, il a quand même un palmarès et un CV intéressant sur le papier, bien sûr, parce qu'on a vu après que c'était pas vraiment ça, mais il a un âge plutôt correct, tu vois, il a 30 ans, il me semble, Florenzi.
29-30 ans. Je l'ai quand même dit il y a 2 secondes, hein. Ça se voit que tu m'écoutes pas, toi. Ouais, non, mais. Ah, mais il y a juste 5 secondes, quoi. C'est pas grave, hein. Si je sers à rien, je peux le dire, hein. T'inquiète. Non, je t'écoute en plus, c'est toujours intéressant. Ouais, je t'écoute. Ouais. Donc voilà, 30 ans, franchement, en début de saison, sur papier, moi je trouve que le recrutement, il est cohérent. Il est cohérent à droite pour avoir un pendant expérimenté à Bernat. Et pour moi, bah, c'est un échec total. Après, il y avait eu quand même quelques voix qui s'étaient élevées des suiveurs de la Serie A qui étaient quand même qui avaient émis des doutes sur les performances du bonhomme, surtout au niveau cardio et endurance, ce dont on s'est rendu compte forcément au fur et à mesure de la saison. Et oui, et le pire, c'est qu'il commence fort, tu vois. Le fou, je sais plus c'est contre quelle équipe qui met en Ligue 1 ça. Non, c'est contre Marseille. C'est en coupe. Non, voilà, la défaite en 0. Justement, juste pour revenir là-dessus. Dans le papier que j'avais fait sur Florenzi quand il signe, j'avais écrit ça. Et le premier match, tu as l'impression qu'il me donne tort sur tout. Et là, je me dis, bon, et les mecs, ils commencent déjà, tu vois, ouais. Tu te faisais taper dessus, ouais. Vraiment, il a du mal à enchaîner, mais c'est exactement ça. C'est ça. Excellent. Ouais. C'est ça, il nous envoie du rêve, il nous branche dans le sens du poil, et au final, bah, ça a été quand même assez compliqué. Et surtout, moi, je trouve que le pire, c'est que ça a été, comment dire, que ces performances, elles ont baissé au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de. Après, il me semble qu'il a eu le Covid à un moment donné. Donc ça a pas arrangé ses performances au niveau cardio. Comment arranger ses poumons. Ah ouais, non mais c'était fou quand même. On pensait qu'il avait 50 ans sur les derniers matchs. Moi il m'essoufflait quand je le voyais jouer. J'avais du mal pour lui. Franchement, on dirait limite tu voulais lui tendre de la mandoline, quoi. Mais je te jure que c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'il était devenu asthmatique. Non mais à un moment donné. Voilà. Non mais quand même, grosse déception. Alors que oui, peut-être que j'étais naïf, peut-être le côté Italie, international italien m'avait peut-être vendu du rêve et bah finalement j'ai rien eu du tout. Bon, écoute, c'est ta déception donc pour cette saison, Alessandro Florenzi. Mousse, toi tu as choisi un latéral mais de l'autre côté, Layvin Kurzawa, le latéral gauche français. Alors pareil, je rappelle cette petite fiche, 28 ans. Hein. T'écoutes bien Mousse, que pas comme Samy, s'il te plaît. 28 ans. Il a joué à peine 19 matchs de Ligue 1 cette saison, dont avec 1 but et 2 passes décisives, et 5 matchs de Ligue des Champions pour l'ami Kurzawa. Donc saison décevante, Mousse, pourquoi ? Parce qu'un joueur de 25 ans qui n'est pas capable de... Non, 28, tu m'avais dit. Ouais, déçu parce que pour plusieurs choses. Déjà, t'as Bernat qui est out. Donc logiquement, en plus, bon, il a quand même la chance de prolonger en doublant son salaire de 4 ans. Donc, j'estime quand même que même s'il avait des contacts, hein, il aurait pu signer à la Juve au dernier moment si c'était pas fait, mais je sais qu'il avait aussi des touches en Première Ligue et notamment à Arsenal, parce qu'il avait changé d'agent juste avant pour aller chez Kierjo Rapchian, qui tient vraiment un peu le marché en Angleterre. Donc, il aurait été sans doute très facile pour lui de signer dans un club anglais. Bon, il a préféré rester au PSG avec 4 ans de contrat et en doublant son salaire, même si je rappelle que son salaire était vraiment parmi les plus bas du PSG. Donc même en le doublant, il était encore en dessous de tous les autres. Donc voilà, il gagne pas non plus, il est pas millionnaire. Il a pas atteint la barre du million. Hein. Il doit être à 500 000 net, 450 000, quelque chose comme ça. Bref, là où je suis déçu, évidemment, c'est que quand tu perds un joueur aussi important, bien sûr. Et pour le PSG, ça reste un smicard en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, ce qui est regrettable, c'est que tu perds un joueur très important comme Bernat, dont on connaissait la complicité, que ce soit avec Mbappé et Neymar, lorsqu'il était apte, l'ami Bernat. Bernat qui a été blessé le 16 septembre 2020, on vous rappelle, à la suite d'un choc avec Kimpembe. Juan Bernat qui a donc joué que à peine 3 matchs de Ligue 1 cette saison, mais qui a prolongé son contrat de 4 années récemment avec le Paris Saint-Germain. Et donc cette blessure, elle aurait dû lui servir pour justement enchaîner les matchs, retrouver un niveau correct, ce qu'il n'a jamais eu quasiment au PSG, mais pour plusieurs raisons. Hein. Alors il a commencé, je crois qu'il arrive quand Lucas Digne part, parce que ça marche pas très bien avec Lucas Digne, et puis lui aussi il est un peu impatient. Quand Kurzawa arrive, il y a toujours Maxwell qui est en poste, donc il est là pour jouer un peu les doublures, pour faire souffler Maxwell, ou pour le remplacer quand il est blessé. Mais il ne s'est jamais vraiment imposé dans cet effectif. Et là, tu as quand même la chance, tu sais que Bernat a une grosse blessure, donc une longue absence. Tu dois être prêt à relever ce challenge et devenir le titulaire indiscutable dans cette équipe jusqu'à la fin de saison. Or, entre ses méformes
ses blessures, parce que ça reste un joueur fragile aussi. Je sais pas ce que ça donne en dehors. Je sais qu'on parlait souvent d'une hygiène de vie qui pour lui aussi était pas terrible. Quoi qu'aujourd'hui il s'est marié, il a un enfant, ça s'est plus ou moins calmé. Mais je suis déçu parce que moi, Kurzawa, j'ai toujours quand même trouvé que, alors même s'il avait des carences défensives, mais offensivement, moi je trouvais que c'était quand même parfois un joueur intéressant, plutôt technique, et que s'il est en confiance, il est en forme, il peut t'apporter des bonnes choses. Et malheureusement, ce qu'il avait commencé à faire, je vois Yacine sourire qu'il n'est pas d'accord avec moi, mais moi je suis peut-être plus indulgent que Yacine. Donc voilà. Après Yacine, tu pourras dire ce que tu en penses. Je vais venir voir Yacine après. Bien sûr. Mais moi je trouvais que c'était un joueur intéressant dans son début de carrière à Monaco. Bah oui. Et le problème c'est que au PSG on l'a jamais vu. Et encore une fois, c'est un joueur fragile, donc pas mal de blessures. Lorsqu'il revient, il y a aussi le manque de confiance de ses coachs, parce que même quand il est apte, Kurzawa, c'est le genre de joueur, il fait un match moyen, puis il enchaîne avec un match pas bon, on le remet sur le banc. Et là aussi, je pense que moralement, il est un peu fragile. C'est-à-dire que quand il voit qu'il n'a pas la confiance de ses entraîneurs, et ben quand il est sur le terrain, il n'y arrive plus. Il n'arrive jamais à enchaîner des bonnes performances. On n'a même pas un match référence, je crois, de Layun Kurzawa tout au long de son passage au PSG. Contre Barcelone, il fait un match sympathique quand même. À part le penalty qui est quand même peu chanceux, mais il fait un match plutôt complet, non? Ouais, mais tu peux pas comparer ça, par exemple, avec le match référence de Kimpembe lors du 4-0 sous Emery. Oui, bien sûr. Non, pas à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Sortir ce truc et peut-être aussi même d'autres matchs. Or, le Kurzawa, qui a 28 ans, comme l'a rappelé Hugo, mais c'est pas normal qu'à son âge, alors que normalement, tu es au max à 28 ans. Hein. Mais il arrive pas à enchaîner. Il fait encore des erreurs de débutant sur ses placements, sur ses positionnements. Quand il est offensivement, les centres, alors moi je répète, pour moi il a une bonne patte gauche et c'est un joueur qui est intéressant techniquement. On l'a vu mettre de très jolis buts, mais malheureusement il n'y arrive pas au PSG. On l'a prolongé, on lui a redonné une seconde chance et malheureusement on n'y arrive toujours pas. Et pourquoi je lui en veux? Parce qu'à cause de ça, t'as un joueur comme Baker qui est novice, je lui en veux pas parce qu'il n'a pas d'expérience, qui a réussi à passer devant lui dans la hiérarchie des latérales gauche. Donc c'est incroyable quand même, tu vois, que tu puisses pas compter sur un joueur comme Layun Kurzawa avec l'expérience qu'il a été international, etc. Évidemment, c'est une grosse déception pour moi. C'est ça, parce que Mitchell Baker, qui a seulement 20 ans, on connaît les conditions pourquoi il est arrivé là, hein, Mousse. Il a été aussi racheté par Mino Raiola avec la réserve du Paris. Il devait jouer avec la réserve du Paris Saint-Germain et il s'est retrouvé à jouer 26 matchs de Ligue 1 cette saison, 10 matchs de Ligue des Champions quand même. Enfin, c'est dire, Yacine, je te voyais sourire tout à l'heure, tu peux nous parler un peu de la situation de Kurzawa, mais même Mitchell Baker, qui n'était pas prédestiné à être troisième, est passé numéro 1 cette saison. Numéro 1 au poste d'arrière gauche du Paris Saint-Germain version QSI. Ah ouais, je sais pas dégueulasse. Ah oui, non, mais c'est pas pour taper une nouvelle fois sur Mitchell Baker. Évidemment que lui, il n'y peut rien. Et lui non plus, il se pensait pas être numéro 1, mais c'est dire, voilà, l'attente qu'on a eue sur lui, évidemment, et on a été déçus sur ses matchs à Baker, mais c'est vrai qu'il faut relativiser par rapport au fait qu'on l'attendait pas là, Mitchell Baker. Et c'est Kurzawa qui aurait dû prendre ce rôle de numéro 1, justement. D'ailleurs, avec Tourelle, c'est lui qui joue vraiment le plus, il enchaîne tous les matchs. Effectivement, je pense qu'il y a. Alors, pour Kurzawa, je vais faire court. Il y a plusieurs éléments qui s'enchaînent. La première, c'est qu'il faut toujours tenir compte qu'on est en France et qu'en fait, en France, les latéraux sont d'anciens joueurs offensifs qu'on replace à un moment donné en se disant bon, il va nous apporter offensivement et on compensera les lacunes avec les défenseurs centraux, etc. Ça, c'est un parcours classique en France. Vous pouvez regarder, la plupart des latéraux sont des anciens joueurs offensifs qu'on replace à un moment donné. La deuxième chose, c'est que il a profité, par rapport à son image, des buts qu'il mettait, parce qu'encore une fois, on est dans un monde de stats, et un latéral qui marque des buts, on a l'impression que c'est un super latéral. Voilà. Il a aussi profité du fait que, je sais que je me fais pas des amis en disant ça, mais par exemple un joueur comme Marcelo, c'est un excellent joueur, c'est un super joueur de football, mais ce n'est pas un latéral. Voilà. Quand j'explique ça, les mecs veulent pas comprendre. On me dit ouais, toi t'es qui pour parler? Mais moi je vous le dis, Marcelo c'est pas un latéral. Sauf qu'en fait Kurzawa c'est la même chose. Regardez-le. Des fois il se retrouve, il est pratiquement au deuxième poteau. Il y a un centre côté gauche, donc là où normalement il devrait être, il est au deuxième poteau côté droit. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Je comprends. Moi, tu peux dézonner, il n'y a pas de problème. Mais une fois par match, à la limite, regardez-le.
les courses plein axe, en diagonale. Enfin, il y a des dingueries, des trucs que tu peux pas imaginer. Donc en fait, il a compensé beaucoup de choses par aussi sa vitesse, parce que c'est un joueur qui va plus, enfin, quand il est en forme, qui va plutôt vite. Donc il compensait des erreurs défensives en rattrapant le joueur par sa vitesse. Il a marqué quelques buts qui ont masqué. Tu sais, tout de suite, on se dit, ah, t'as vu, il a marqué 2 buts. Il est là contre Anderlecht, je crois, non, il met un Anderlecht, ouais. Voilà. Aussi, là, cette année, il a failli mettre un ciseau magnifique, donc on va dire, Voilà. regardez quand même techniquement. Et ben, en fait, voilà. Il marque pas à Angers aussi cette saison. Si, Il y si, avait il y avait la reprise de volée sur un corner tendu de Neymar, rappelez-vous, Au à Toulouse. l'arrivée. Ouais, Ouais. contre Un Toulouse, but. ouais. Il a marqué Donc, voilà. cette saison. Voilà, si t'avais écouté Samy, t'aurais entendu que j'avais dit. Non, je rigole, je rigole. Non, mais- Donc voilà, et en fait, si tu veux, il y a cette image-là qui masque un peu des lacunes, et en fait aussi, qui te donne envie d'avoir espoir. Parce que malgré tout, comme l'a dit Mousse, c'est pas un joueur non plus qui a les pieds carrés, qui sait rien faire avec un ballon. Donc en fait, c'est des joueurs où tu te dis toujours, ah mais si, comme l'a dit, tu vois, c'est pour ça que j'ai souri à ce moment-là, si il avait compris, si il avait progressé, si, et le problème c'est que tous ces si-là, il y en a jamais un qui s'efface en fait. Et c'est le problème de ces joueurs-là. Voilà. C'est pour ça que il restera un joueur limité, et le PSG c'est trop pour lui, c'est tout. Samy, je sens que tu vas défendre l'ami Kurzawa. Je Oui. sais pas pourquoi. Oui, voilà. Oui. Bah, moi, c'est un joueur que j'aimais bien de par ses débuts à Monaco, même si après il a fauté en équipe de France Espoir. On se rappelle tous de l'épisode Guidetti et le fameux chambrage. Mais tu sais, tu disais, il est international. Vous savez qu'en mars 2019, il est 2 fois titulaire avec l'équipe de France championne du monde de DD. Hein. Il y a encore 2 ans, quoi. Et ça, Ouais. je pense maintenant qu'on peut parler de lui au passé au niveau de l'équipe. Ouais, et franchement, on a déjà vu des comebacks dans l'histoire du football. Il a que 28 ans encore. C'est pas fini. Et puis, moi, je suis un peu d'accord avec Mousse parce que le côté déception, c'est que justement, il y a quelque chose. Je suis d'accord avec toi sur le côté défensif. C'est clairement pas son fort. Il fait des dingueries. Il y a aucun problème. Mais sincèrement, moi, je trouve que ouais, il a une petite technique sympathique. Il combine bien. Tu sens qu'il a un bon rapport avec les joueurs créatifs. Et ce sera plus une déception, une frustration le concernant parce que oui, moi j'ai une petite tendresse parce que c'est un joueur qui pour moi a toujours eu du potentiel et encore maintenant. Après, je suis peut-être naïf, mais je crois encore à une possible rédemption. C'est possible qu'il nous sorte une saison de fou la saison prochaine s'il part pas. Et je suis d'accord aussi sur le côté enchaînement des matchs. C'est vrai qu'il n'a pas été gâté. Il a eu aussi une pubalgie qu'il a traîné pendant presque 1 an et demi parce qu'il refusait de se faire opérer. Enfin, il y a eu ce côté cycle de blessures qui ne l'a pas aidé. Mais après, voilà, j'irai pas dans les extrêmes. Tu as été très correct avec lui. On sait que d'autres personnes ont dépassé les bornes concernant Kurzawa. Et on va pas les citer ici, mais voilà, j'ai toujours cette petite affection et cet espoir. En tout cas, il réside, je te dis la vérité, il réside toujours en moi. Donc peut-être que l'avenir te donnera raison. Hein. Mais je pense que au-delà de ça aussi, il n'a jamais réellement eu la confiance de tous ses coachs et je pense que ça a eu beaucoup d'impact sur son jeu. Et encore une fois, il suffisait qu'il fasse qu'il enchaînait 1 ou 2 mauvais matchs et il allait sur le banc, ce qui n'était pas le cas de certains joueurs au PSG qui enchaînaient plusieurs et qui restaient quand même sur le terrain. Et quand tu sens que t'as pas la confiance de ton coach, et ben c'est compliqué après d'enchaîner une fois que tu es titulaire après 4-5 matchs d'absence. Et ben évidemment, tu te poses trop de questions dans ta tête. Et les matchs, tu les abordes différemment. Et c'est compliqué, effectivement. Juste 10 secondes. Avec Emery, il a quand même la confiance parce que rappelez-vous qu'Emery, au départ de la saison, quand il arrive, il préfère Kurzawa à Maxwell. Et finalement, au fur et à mesure de la saison, il se rend compte que Maxwell, il est trop au-dessus. Rappelez-vous, regardez bien les premiers matchs d'Emery et vous verrez que dans son idée du jeu à Emery, Kurzawa était parti pour être plus intéressant. Et finalement... Et après, il fait venir Berchiche. Oui, après, parce que justement, la déception. Mais la première année, voilà. Bref. Maintenant que vous m'avez donné le défenseur qui vous a le plus déçu, parlons de défenseurs que Paris devrait recruter selon vous. Alors justement, Mousse, je vais revenir vers toi, parce que toi, ton choix, c'est un arrière-gauche. Justement, on parlait de l'émission. Toi, tu aimerais bien recruter un autre Français. Alors, il n'est pas international français parce qu'il a joué avec les catégories jeunes jusqu'au U20 avec l'équipe de France. Il n'a pas joué avec les espoirs ni avec Léa. C'est Théo Hernandez, le latéral gauche de l'AC Milan, qui a 23 ans, qui a joué 33 matchs championnat cette saison, une grande régularité, 7 buts et 6 passes décisives. Hein. On le sait, c'est un défenseur très efficace et qui a une belle patte gauche évidemment et qui marque souvent et qui est décisif pour son équipe.
J'ai toujours, moi, c'est pour les matchs du Milan que j'ai regardé cette saison, quand il décide de monter, de prendre le ballon et soit de jouer avec un relais, de terminer l'action ou de prendre le ballon et d'y aller tout seul, c'est quand même assez exceptionnel son niveau. Alors Mousse, Théo Hernandez, c'est quand même un défenseur qui coûte très cher. C'est un des meilleurs, si ce n'est peut-être c'est un des meilleurs latérales gauche d'Europe. Pourquoi tu voudrais recruter Théo Hernandez, sachant que Juan Bernat, qui est titulaire au poste, devrait revenir en début de saison prochaine, normalement, de sa blessure? Cher, je suis pas sûr. Franchement, c'est au moins 40 millions, Théo Hernandez. Ouais. C'est au moins 40 millions. Ah, C'est très cher. En plus, il y a tellement peu de latéraux sur le marché que des joueurs comme ça, avec en plus une efficacité dans l'autre partie du terrain, c'est pour ça que je trouve Si jeune. Et moi, je trouve que ce serait un bon investissement parce que il est jeune et puis d'abord il est français. Il faut être aussi un peu chauvin et pourquoi pas aussi ramener les meilleurs talents français au Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Là, il est au Milan AC qui a fait un beau championnat, qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc évidemment, je pense que ça sera pas faisable. Mais pour tout ce que tu as dit, moi je trouve que le PSG mériterait de se pencher sur son cas parce qu'il est jeune. Je pense qu'il a lui il a un bon équilibre entre le côté défensif et le côté offensif. Il marque des buts. C'est pas un défenseur ridicule. Il est plutôt même un peu dur sur l'homme. Je pense que c'est un mec qui a beaucoup de vivacité, qui n'hésite pas à faire les allers-retours, qui a l'air lui plutôt infatigable, qui a l'air aussi dans son positionnement un peu plus intelligent que la moyenne. Et donc, pour toutes ces raisons, même si effectivement ça peut coûter cher, tu as sans doute raison, je te disais non, mais oui, effectivement, 40 millions pour un latéral, ça peut paraître cher, mais malheureusement, c'est les prix du marché. Et encore, je parle pas des latéraux en Angleterre où les clubs n'hésitent pas à mettre 60, 70 millions, ce qu'on fera sans doute pas nous au PSG. Mais voilà, pour toutes ces raisons, moi je trouve que c'est un joueur dont on parle pas beaucoup lors des fenêtres de transfert, et qui mériterait qu'on s'y intéresse, parce qu'encore une fois, c'est un bon équilibre entre le côté offensif et le côté défensif. C'est un joueur français, c'est encore un joueur jeune, donc il a encore une marge de progression. Et puis, c'est vrai, tu as dit qu'il y avait Bernat, mais est-ce qu'on a une garantie sur le retour de Bernat après une opération et 1 an d'absence, tout en sachant que Bernat était un joueur déjà avec une réputation de joueur fragile, qui a été longtemps blessé au Bayern, qui a très peu joué dans ce club-là. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons que je me dis pourquoi pas tenter ce genre de joueurs, parce que ils sont solides physiquement. Tu vas mettre un prix, tu vas investir effectivement une certaine somme d'argent, mais ça se trouve dans 2 ans le Milan va le revendre 80 millions. On ne sait pas. Donc c'est peut-être le moment d'aller l'attaquer. Et ça, enfin, pour Théo Hernandez, c'est aussi la promesse de jouer dans un club qui va jouer la Ligue des Champions toutes les saisons. Avec le Milan AC aujourd'hui, cette saison, ça s'est bien passé. On verra la saison prochaine. Mais moi, je pense qu'il y a quand même quelques arguments pour attirer ce type de joueur. Et encore une fois, il est français et il faut essayer d'aller chercher nos talents pour qu'ils reviennent jouer dans le meilleur club du championnat de France. Yacine, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur Théo Hernandez. Qu'est-ce que tu penses du joueur, sur ce que Mousse parlait justement de l'aspect qui a à peu près équilibré sur l'aspect défensif-offensif? Est-ce qu'il pourrait correspondre au jeu du Paris Saint-Germain? Évidemment que oui, c'est un très bon latéral, très bon joueur de foot, mais... En fait, je pense qu'il a effectivement un côté défensif qui est bien au-dessus de beaucoup de latéraux. Et il a un côté offensif, alors, qui est peut-être moins structuré que beaucoup de latéraux, justement. Mais par contre, dans sa façon d'aller vers l'avant, il a énormément de caractère. Et c'est pour ça aussi, vous regarderez ses buts, c'est souvent des buts un peu où il finit, il a poussé son action jusqu'au bout. Tu vois, c'est pas quelque chose, par exemple, de très technique ou de très structuré avec un échange avec un joueur. Mais par contre, quand il y va, ouais, c'est physique, hein. Voilà, il va jusqu'au bout. Et en fait, regardez ses buts, c'est souvent pas des buts de latéraux, c'est des buts de finisseurs. Il finit dans la surface, au milieu de tout le monde, parce qu'il a poussé l'action. Malgré tout, c'est pas minimiser son côté offensif. Il sait aussi déborder et s'entraîner. Je dis pas qu'il sait pas le faire. Je dis que dans son côté offensif, c'est plus le cœur qui amène. Par contre, dans son côté défensif, il est très rugueux. Et pourquoi ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant? Parce qu'on a souvent tendance, aujourd'hui, dans le monde du foot moderne, à voir les latéraux un peu comme des joueurs de foot. Et peut-être aussi qu'il manque ce caractère. C'est-à-dire qu'on a Marquinhos, on a Kimpembe. Si tu rajoutes un troisième joueur avec cet état d'esprit, tu vas avoir une ligne défensive qui est vraiment une ligne défensive entre guillemets, de méchants. C'est-à-dire de mecs qui ne veulent pas prendre de but, qui ne sont pas là d'abord pour relancer, qui sont d'abord là pour défendre. Moi, ce que je dis toujours, en fait, aujourd'hui, le problème du footballeur, c'est que tu as des défenseurs centraux qui se prennent pour des numéros 10. Donc,
qui veulent d'abord défendre, et après, en fait, ils sont capables de dépassement de fonction pour apporter un plus dans la deuxième fonction de leur poste, en fait. Donc, je pense que oui, maintenant, effectivement, je pense que le prix, aujourd'hui, il est rédhibitoire dans le sens où si tu veux 2 latéraux, plus par exemple un défenseur central, bon, ça commence à faire beaucoup d'argent. En cette période-là, je dis pas que Paris n'a pas d'argent, mais on sort quand même d'une année très spéciale. Je reviendrai vers toi après Yacine pour ton choix de recrutement, mais je vais passer voir Samy parce que Samy, lui, ce serait aussi un latéral, mais de l'autre côté, un latéral droit. Ce serait Achraf Hakimi, l'international marocain qui est à l'Inter Milan, 22 ans, qui a joué 30 ans. Nationalisme. Comment Nationalisme. Alors, oui, voilà. Samy. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. 37 buts, 7 buts et 10 passes décisives cette saison, rien qu'en championnat, avec 5 matchs de Ligue des Champions, passes décisives. On rappelle Achraf Hakimi qui était prêté par la saison dernière par le Real Madrid, était prêté par le Real à Dortmund. Il a fait une très très bonne saison avec Dortmund dans un système qui lui plaît, dans un rôle de piston, et c'est une chose qu'il a retrouvée dans l'Inter d'Antonio Conte cette saison. Samy, dans ce 3-5-2 où il évoluait vraiment comme un piston droit, dans une défense avec une défense à 3 et 2 latéraux qui prenaient les couloirs. Et donc pour toi, Samy, Achraf Hakimi, ça serait le bon choix. Surtout quand on dit, on en a parlé un peu tout à l'heure, Samy, mais ça va être un peu la braderie à l'Inter parce qu'ils ont besoin de vendre des joueurs, ils ont besoin de récupérer 80 millions d'euros et Achraf Hakimi est une belle valeur de transfert pour eux. Ouais, bah c'est ça. Après, oui, alors pour répondre à Mousse, oui, il y a du chauvinisme. Je suis d'accord avec toi, mais du chauvinisme, mais là c'est bien placé. C'est pas du chauvinisme pour être chauviniste, parce que quand même, il y a quand même le bonhomme derrière qui est quand même un joueur de qualité. Pour la braderie, je pense que le prix d'Hakimi, ça va être plus cher que Hernandez. On sera plus dans les 50, entre 50 et 60 que 35-40, malheureusement. 40. Mais, voilà. Mais bon, après, moi, tu m'as pas donné de limite de budget, donc je me suis dit, donc je me fais plaisir. Samy, quand le club est vendeur, tu peux négocier. Là, c'est mais je pense minimum 50 et encore, je pense que je suis très gentil. Une précision, Hugo, ça sera pas la braderie du tout, vraiment. Ouais, les gens pensent ça, mais c'est pas du tout ça en fait. J'ai pas dit la braderie, j'ai juste dit que l'Inter a besoin de liquidité. Ouais. Oui, mais l'Inter a tellement de fortes individualités qu'en 1 ou 2 joueurs, ils peuvent déjà se contenter de ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs comme Lautaro Martinez, Lukaku, Brozovic, tous ces joueurs-là et Hakimi. Et il faut pas oublier qu'ils vont jouer la Ligue des Champions, qu'ils vont encore jouer la Serie A l'année prochaine. Il n'est pas question non plus de faire comme à Lille ou comme à Monaco quand ils ont perdu le titre. C'est pas. Ils ont besoin, mais avec 2 joueurs, ça suffira pour remplir, en tout cas, remplir les choses. Donc je pense qu'ils vont essayer de le vendre sympathiquement, mais bon, on va parler du côté du côté sportif. Franchement, aujourd'hui, au niveau, en tout cas sur la saison écoulée, au poste d'arrière droit, je pense que c'est un top 3, top 2, sans vraiment, là on arrête le côté chauvin, c'est le côté réaliste, tout simplement, le côté sportif à un moment donné, surtout que des joueurs comme Alexander Arnold nous ont sorti une saison en demi-teinte, donc il n'y a plus vraiment de référence en tout cas à ce poste-là. Quand on sait que Kimmich maintenant joue milieu, il n'y a plus vraiment de grands noms. Je pense qu'aujourd'hui Achraf fait partie des meilleurs latéraux droits, si ce n'est le meilleur sur la saison. Ce serait pour moi un apport sportif mais énorme pour Paris Saint-Germain, parce que c'est une rumeur qui tourne, mais si ça se fait, franchement, il y a peu de talent même sur la ligne défensive et de manière générale dans le football international. Il y a peu de joueurs qui peuvent nous apporter ce que Achraf peut apporter. Donc oui, quand on voit les problèmes qu'on a eu à droite, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas eu de bon latéral droit. Limite, c'est Seara, notre meilleur latéral droit sur les 20 dernières années. Donc à un moment donné, non mais c'est vrai, faut se poser les bonnes questions. À droite, ça a été quand même assez compliqué. Je sais qu'il y a d'autres prénoms comme Mukele ou autres qui sont évoqués. Pourquoi pas, même si le côté on se fait douiller quand même, il était chez nous, il part pour 4 millions, il revient pour 35, là j'ai un peu de mal, mais Hakimi, un peu comme Diallo. Ouais, c'est ça. Donc, mais voilà, alors que c'est paradoxal par rapport à mes envies de recrutement pour le Paris Saint-Germain, parce que moi je préconise un recrutement un peu national pour essayer de il faut pas oublier que des joueurs comme Matuidi ont été recrutés en France. Il n'y a aucune honte à recruter en France. Je pense que cette saison en Ligue 1, il y a des très bons talents aussi à prendre en Ligue 1 à bon prix, si jamais, si les clubs sont corrects avec nous. Mais oui, Hakimi aujourd'hui, sportivement, à droite, vous imaginez ce que ça pourrait faire? Quand même, on aurait enfin un vrai latéral droit qui peut apporter offensivement. Le gars, c'est un moteur pour le voir en sélection marocaine et avec l'Inter.
il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Il a tout. Il a la vitesse, il a l'endurance, il a la technique. Il apporte offensivement parce qu'il a aussi une certaine part de finition. Il peut marquer des buts. Arriver devant, il a la lucidité pour justement souvent faire le bon choix. Donc il pourrait régaler nos attaquants. On serait pas prêt. Hein. On serait pas prêt à voir un joueur comme Hakimi à droite jouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Mais je pense que ce serait une vraie addition. Là, par contre, il a pas ce côté méchant comme Théo Hernandez. Défensivement, si on devait trouver un défaut à Hakimi, ce serait peut-être ça. C'est vrai qu'il a peut-être parfois, il est peut-être un peu trop porté par son allant offensif. Mais pour moi, indéniablement, Hakimi, si on le prend, c'est du très très haut niveau. La question qui se pose sur Hakimi, c'est que, alors, on sait que Zidane ne lui faisait pas confiance, il l'avait prêté justement parce que. Il l'avait dit d'ailleurs. Voilà, et on sait que Zidane il joue dans une défense à 4. C'est peut-être aussi pour ça que peut-être lui avait vu peut-être son vitesse. Il a dit qu'il préférait jouer un système à 3 défenseurs en tant que piston. Ouais. Mais après avec l'équipe Maroc, il a enchaîné avec Dortmund dans le même schéma, c'est-à-dire en piston avec 3 défenseurs centraux, et pareil à l'Inter. Et alors, on verra si Pochettino reste ou pas, ça c'était le premier débat, mais on sait que Pochettino, il est un peu ancré dans son 4-2-3-1. Alors moi, je dis pas que dans une défense à 4, il sera mauvais, hein. Mais le problème, il le fait au Maroc. Hein. Avec l'équipe du Maroc, il joue dans une défense à 4 à plat, ça n'a jamais posé problème. Hein. D'accord, ok. Moi, je suis pas un grand spécialiste du Maroc, même si c'est mon pays d'origine, mais j'ai pas vu assez de matchs dans une défense à 4 pour savoir si il peut s'adapter dans un schéma où il a quand même devant lui un ailier, alors que il est le seul sur le couloir à Dortmund et à l'Inter. Mais moi, s'il vient, mais évidemment tous les jours. Mais déjà, tu regardes aujourd'hui, t'as d'autres prétendants, hein, parce que Paris n'est pas seul forcément. C'est ça le truc, c'est qu'on se rend compte que t'as le Bayern dessus. Aujourd'hui, Hakimi signe à Barcelone, au Bayern ou à City, ça n'étonne personne. C'est là où on se rend compte du type de joueur qu'on pourrait recruter, quoi. C'est le top niveau et il a accès à tous les grands clubs aujourd'hui. Donc oui. Nous, on serait heureux, hein, parce que le seul Marocain qui a joué, c'est Talal El Karkouri. Donc si on non, mais quand je te dis qu'on serait pas prêt, c'est qu'on serait pas prêt. C'est voilà, nous on a l'image de Talal et Talal on t'aime. Attention, hein, tu nous as fait rêver sur ton tacle ciseau. Oui. Mais pratique défensif quand même le mec. Hein. Attends, il y a quand même ce petit côté nostalgique, mais aujourd'hui, et je pense aussi parce qu'on parle quand même depuis l'arrivée des Qataris de leur rêve de signer un grand joueur arabe. On a parlé de Salah, on a parlé de Aouar. Voilà, Hakimi, il me semble que c'est un joueur maghrébin, ça pourrait coller à ce qu'ils aimeraient donner aussi. Il y a la Coupe du Monde 2022 qui arrive, ce serait bien aussi d'avoir un joueur marocain en tête d'affiche. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se coordonner, donc pourquoi pas. Mais je pense sincèrement que financièrement, à ce moment-là, on prend que Achraf et on prend personne derrière. Quand on sait le chantier sur les autres lignes, ça va être compliqué. Mais tu m'as dit pas de budget, donc Hakimi. Ah, mais Samy, quand même, toi, ce qui est intéressant, c'est que le poste de latéral droit, c'est le poste à renforcer en priorité. Donc, s'il faut mettre un peu d'argent, c'est quand même sur un peu beaucoup. Ouais. Yacine, tu veux dire un petit mot quand même sur Hakimi avant que je passe à ton choix sur ce qui a été dit. Toi, qu'est-ce que tu en penses de Achraf Hakimi? Attends, juste, Samy, c'est bon pour le timing? Parce que voilà, je vois on a dépassé les 16 heures, t'hésites pas. Hein, oui, c'est bon. Je vais finir quand même. Je veux entendre le transfert pour Yacine après. Après, de toute façon, on aura en. Bien sûr. Sur Hakimi et je viendrai après sur ton choix. Je détaillerai après. Non, moi, le seul doute, entre guillemets, c'est sur une défense à 4, sur le côté défensif, encore une fois. Parce que offensivement, en fait, le rôle de piston, c'est un rôle, mais dans une défense à 4, si tu as le ballon et tu joues haut, ton latéral, c'est d'abord pas un défenseur. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. Le seul doute aujourd'hui, c'est sur un gros match, comment il serait capable de défendre réellement dans une défense à 4. Voilà. Sur tout le reste, c'est-à-dire 90% de la saison, en fait, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème. Il reste ce match référence dans une défense à 4, par exemple en Ligue des Champions. Voilà. Alors, Yacine, je donne ton choix maintenant. Toi, c'est au poste de défenseur central que tu aimerais recruter quelqu'un. Il joue dans la même équipe que Achraf Hakimi. C'est Milan Skriniar, le défenseur international slovaque, qui a 26 ans. Vous avez bien entendu, Samy, 26 ans. 32 matchs cette saison, 3 buts à l'Inter depuis 2017, qui est vraiment un rock, un des titulaires indiscutables et un rock de la défense de l'Inter. Ouais, alors pourquoi déjà? Parce que de toute façon, je pense que on parle en fait, le PSG a trop de priorités, je crois. En fait, tu te dis la priorité c'est de recruter des latéraux, mais en vérité, il faut aussi un troisième défenseur central de haut niveau parce que quand il en manque un des deux, t'es à la rue. Donc. Non, mais disons que Diallo, t'as déjà un troisième, alors que là, Florenzi repart, donc t'en as vraiment besoin d'un latéral droit, quoi. Là, c'est vraiment. Oui, bien sûr. Mais bon,
Et donc, Skriniar, le truc, c'est quoi? C'est qu'il est solide, c'est un combattant, c'est un joueur de football aussi. Mais c'est aussi un joueur qui peut te permettre de combler l'absence d'un des deux aujourd'hui, de mettre de la concurrence, parce que tu peux jouer avec Skriniar à droite et Marquinhos à gauche. Marquinhos, il a longtemps joué à gauche avec Thiago Silva, donc ça ne lui posera pas de problème. Et la dernière chose, c'est que c'est aussi le profil de défenseur qui te permet de jouer à 3. Tu peux très bien imaginer dans un match Kimpembe, Marquinhos en défenseur central et Skriniar axe droit. Donc en fait, il réunit plein de compétences et de qualités qui te permettent de faire évoluer ton système avec le même joueur. Voilà, de toute façon, je pense qu'il faut un troisième défenseur central de très haut niveau et pas juste compenser, voilà, faire descendre un milieu de terrain sur un match, etc. Ça marche ponctuellement, mais sur la durée, ça marche jamais. Ça te permet aussi de faire souffler. Rappelez-vous quand même que l'année où Emery, je crois, part avec Marquinhos, Kimpembe, Silva, qui tourne régulièrement, c'est peut-être une des années où le PSG a été le plus performant sur la durée défensivement, parce qu'en fait, les joueurs avaient à peu près le même temps de jeu. Ils jouaient ensemble, les uns les autres, c'est-à-dire que s'il en manquait un, il y avait des automatismes qui avaient été créés avant, et en même temps, ils étaient toujours performants parce qu'on leur donnait 1 ou 2 matchs de repos, puis on enchaînait avec Kimpembe qui partait sur le banc, et ainsi de suite. Je pense que pour moi, aujourd'hui, avec la soixantaine de matchs, voire 65, 70, quand tu te retrouves avec les coupes et les matchs internationaux, tu peux plus demander à tes joueurs de faire tous tes matchs. La preuve, Marquinhos, s'il se blesse à Munich, c'est pas anodin non plus. Voilà, donc, je pense qu'il réunit tous les critères pour être ce fameux troisième défenseur. Voilà. Je me laisse 2 minutes pour faire un petit truc sur le mercato, parce que je voudrais expliquer un truc. Là, on a vu que le Bayern signait un joueur de Reading. Ah, j'étais sûr que tu allais parler de ça, parce que j'ai vu ton tweet avant. Alors, recontextualise, vas-y, pourquoi tu veux parler de ça? Le Bayern va signer un joueur de Reading qui a 25 ans, donc Championship, des deux anglaises, qui est libre. Un défenseur droit. Ouais, latéral droit. Donc, encore une fois, moi, je suis pas devin, donc moi, je vais pas vous dire, ouais, ils ont fait un truc de ouf et ça va devenir le meilleur latéral droit du monde. Par contre, il y a des opportunités, et quand tu as une cellule de recrutement qui travaille, ces joueurs-là, on les voit, on les connaît, et à un moment donné, tu peux te positionner dessus. Le Bayern le fait, ils se tromperont peut-être, ils réussiront peut-être, on verra. Ils l'ont fait sur Bounassar quand même aussi. Aussi voilà. C'est ce que j'allais dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, en fait, il n'y a pas de club qui fait 100% de réussite sur le mercato, ça n'existe pas. Donc, voilà. Le truc, c'est que il faut reprendre un peu des contextes. Selic, qui joue à Lille, il a acheté en D2 turc, il a acheté 1,5 million d'euros. Je pense que Selic, sur les 2 saisons qu'il fait à Lille, il n'y a personne qui peut me dire qu'au PSG, il y a eu un meilleur latéral que lui. Ça a coûté 1,5 million, c'était en D2 turc. Robertson, pour prendre encore au-dessus, il a acheté 9 millions à Hull City. 9 millions d'euros à Hull City. Qui était en championship. Hein. Voilà. Les 2 années suivantes, il est sûrement dans le top 3 des meilleurs latéraux à gauche de la Ligue des Champions, et il fait 2 finales de Ligue des Champions, et on en parle comme une référence. Ce que je veux dire, c'est que dans le foot, il n'y a pas de certitude. Il faut juste travailler. Et c'est pour ça que, par exemple, sur le poste de latéral droit, rapidement, j'ai fait une liste où tu peux, en fait, avoir tous les tarifs. Il suffit de travailler. T'as Isage, qui était à Naples, qui est en fin de contrat, il est libre. Voilà. Il est apparemment en renégociation avec Naples, mais aujourd'hui, là, au moment où on se parle, il est libre. Bon. Qu'est-ce que ça te coûte de le prendre? T'as Bakou, le joueur de Wolfsburg. Tu vois, mais t'as tous les prix. C'est-à-dire que là, c'est un joueur qui vaut 20 millions. Bakou, il a 21 ans, c'est un Allemand. T'as Christensen, qui joue à Salzbourg, qui est un très bon latéral, qui va coûter entre 10 et 12. À ce moment-là, t'as Klose aussi en Ligue 1. C'est ce que j'allais y venir. T'as Klose et t'as 111, qui sont 2 très bons latéraux. Latéral, je rappelle, Klose de Lens et 111 de Metz. Et t'as aussi, tu parlais de latéraux, t'as aussi Meras, qui est international turc, qui végète au Havre. Il a 22 ans, c'est un international turc de très bon niveau. Et en fait, le problème, par exemple, du PSG, c'est qu'aujourd'hui, si Paris se pense sur un profil comme ça, tiens, le joueur de Reading ou Selic, le problème, c'est que le PSG veut des bons joueurs, mais en même temps, il veut des noms. Et aujourd'hui, si Leonardo faisait ça, je vous certifie que le premier mois de compétition du joueur, c'est pas qu'il va être scruté. C'est que le mec, il a intérêt à bien faire ses lacets, à pas oublier. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on va dire, ouais, mais c'est normal, vous ramenez un mec de D2 turc.
Le football, c'est pas ça. L'exemple, c'est Kerrer. Hein. Tu vois, tu as raison, hein, parce que Kerrer, il a pris plein la gueule parce qu'il a fait 2-3 mauvais matchs, et puis après, on l'a perdu mentalement. Bon, après Manchester, mais ça se trouve, avec un peu plus de confiance, il aurait peut-être fait une bonne carrière au PSG, parce que je pense quand même, il venait de Schalke, donc comme je l'ai dit, ça se trouve Kerrer, demain, il signe à Manchester et il devient très bon. L'exemple avec Tuchel, là, le défenseur allemand qu'il voulait au PSG, Rudiger, c'est pareil. Il est critiqué, il est critiquable, il n'était pas bon. Tuchel arrive, le système lui convient et le mec il redevient performant. Parce que le football, il n'y a pas de vérité. Tu peux pas dire tiens lui je vais le prendre, c'est sûr et certain que je me trompe pas. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, on a parlé des joueurs qui coûtent très cher. Il y a un budget à respecter aussi. Le PSG devrait travailler, et c'est aussi là l'erreur de Leonardo dont Mousse parle. À force de travailler qu'avec lui-même, il ne voit pas tout. Voilà. Et l'Italie surtout. Voilà. Et donc, il y a une cellule couche qui doit être remise en place, écoutée et qui doit réellement travailler. Je termine juste, par exemple, du côté gauche, parce qu'on a parlé du droit. Côté gauche, tu peux avoir des joueurs comme Tagliafico qui sont reconnus. Tu peux avoir des Alstenberg. Tu peux avoir des Philippe Max, le latéral du PSV. Tu peux avoir Caio Henrique ou Truffert en France. Il y a de quoi faire sans claquer 60 millions. Il suffit de bien travailler. Et aussi à nous, supporters, d'arrêter de croire que parce qu'un mec vient de Metz, il est nul. Voilà. C'est vrai. Moi, il y a un défenseur que j'aime bien aussi, c'est Denzel Dumfries, qui joue au PSV, qui a un excellent latéral droit, qui joue titulaire avec la sélection des Pays-Bas, et qui sera d'ailleurs à l'Euro. Et qui, il y avait des threads sur Twitter qui expliquaient un peu son poste, etc., ses caractéristiques. Et qui est quand même très très intéressant aussi, qui pour l'instant, voilà, n'a pas un énorme, qui doit coûter à peu près, je pense, 15-20 millions, un peu comme Bakou. Comme Van der Wiel, quoi. Comme Van der Wiel. Mais il a beaucoup plus dans son profil, il est beaucoup plus tonique, il est plus physique, enfin voilà, ça a l'air d'être quand même un défenseur un peu plus complet. Mousse. Ouais, Hugo, pour terminer sur le mercato, parce qu'on nous a posé des questions, est-ce que vous allez parler de Hakimi, de Mukele, etc. Faut savoir que le mercato, il démarre à peine et que des noms, vous allez en avoir 50 jusqu'à la fin du mercato. Et moi, ça m'a fait rire sur le timing d'Achraf Hakimi pour expliquer comment fonctionnent les médias. Avant qu'on parte du départ de Conte, personne n'avait parlé d'Hakimi au PSG. Il a suffi que la première rumeur sur Conte qu'elle allait quitter l'Inter, comme par hasard, tous les médias, le PSG s'intéresse à Achraf Hakimi. Quand on voit le mercato de la saison dernière, et même celui d'avant de Leonardo, où tous les noms qui ont été cités, pas un n'est venu au PSG, parce qu'on connaît sa façon de travailler, qui même avec les agents, quand un agent fait fuiter, il arrête net les négociations, il veut pas en entendre parler, et il change de cible. Donc moi, ça m'a fait rire. Donc tout ce que vous entendez sur Mukele, Achraf Hakimi, Kamavinga, c'est un autre cas, parce que Kamavinga, c'est ce que racontait un peu Yacine, c'est que le PSG, en vérité, Kamavinga, ils l'ont jamais suivi quand il avait 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ce que certains clubs font quand ils suivent des joueurs, ils les suivent quand ils ont à partir de 15-16 ans. Non, il fait une bonne saison. Alors, à Doha, on dit Kamavinga, il faut le prendre, il a fait une super saison. Et c'est souvent le cas avec le PSG. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail en amont, il n'y a pas une cellule de recrutement où tu as une trentaine de scouts qui vont te faire des rapports sur des joueurs, le joueur du PSV que tu as cité, par exemple Hugo, les joueurs qu'ont cité Yacine et Samy, ça fonctionne pas comme ça. Donc, tant qu'on n'aura pas une véritable cellule de recrutement avec des scouts qui vont vraiment travailler en amont sur les joueurs, les suivre sur plusieurs saisons, quand ils jouent en U19, etc., un peu ce que fait Luis Campos partout où il passe, et ben nous on ira toujours cibler comment on appelle ça, le hit du moment. C'est-à-dire l'année dernière c'était Kamavinga, alors c'était le hit. On va tout mettre. L'année d'avant c'était Aouar. On va prendre contact avec Aouar. Mais sinon en dehors de ça, les joueurs ils sont pas suivis avant leur passage en pro, ils ne sont pas du tout suivis. Moi on m'avait parlé de Van Dijk à Liverpool, je connais un recruteur là-bas. Et il me disait Van Dijk, mais ils l'ont suivi même bien avant. C'est pas parce qu'il avait fait une bonne saison dans son club qu'il a signé à Liverpool. C'est qu'il était suivi. Et tous les joueurs de Liverpool, les jeunes qui sont pris, il y a vraiment un gros travail sur l'environnement du joueur, sur sa scolarité, sur ses comportements en dehors du club, etc. C'est ce qui manque vraiment au Paris Saint-Germain. Et à force de changer de directeur sportif tous les 2 ans, jamais on n'aura de continuité. Il faut installer une direction qui sait travailler avec peut-être moins de noms ronflants, mais aller chercher les futurs talents qui sont éparpillés partout en Europe. Ce qu'a fait un peu Campos avec le pont entre la Turquie et la France, il ramène de plus en plus de joueurs turcs.
Et on voit qu'ils se trompent très rarement. Voilà. Bah, c'est sûr que les deux équipes qui ont raflé un titre à Paris, Lille et Monaco, c'est les deux équipes qui étaient sous la gouverne de Luis Campos. Il y avait Montpellier aussi. Et en plus, tu fais de l'argent. C'est-à-dire que, tu vois, les joueurs, tu les valorises et tu les vends, 5-6 fois le prix, le prix initial. Et juste, pour finir, pour parler du marché français, on a aussi l'exemple de Maxence Lacroix à Wolfsburg, acheté 5 millions à Sochaux, qui était donc en D2 française, et qui fait une magnifique saison avec Wolfsburg, qui se qualifie pour la Ligue des Champions, et qui a pris en un an une valeur énorme sur le marché. Ça, c'est des joueurs que 5 millions, français, oui, ça joue en D2. Et encore une fois, nous-mêmes, supporters du PSG, je parle nous, même si, par exemple, moi, je ne vais pas le penser, mais globalement, si on te dit on fait Maxence Lacroix, les mecs vont te dire mais vas-y, ils vont chercher un défenseur central à Sochaux. Voilà. Le mec, il finit Ligue des Champions avec Wolfsburg en Allemagne. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que Samy, pour avoir le mot de la fin, c'est vrai que même souvent le Paris Saint-Germain ne regarde pas en Ligue 2, mais il y a d'excellents joueurs en Ligue 2, souvent qui éclosent après, qui ont leur éclosion dans d'autres championnats, un championnat comme la Bundesliga, par exemple, qui fait confiance aux jeunes joueurs, mais jamais au Paris Saint-Germain, par exemple. On parle du PSG, évidemment. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui est dans ce cas-là, mais comme on parle de ce club-là. Et notre centre de formation aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est de la France aussi. Le centre de formation. Non, mais oui, après, il y a quand même des clubs formateurs ancestraux qui sont encore en Ligue 2. Il faut pas les oublier. Hein. Des clubs comme Le Havre, ça va pas. Enfin, ils ont quand même sorti que des gros talents sur ces dernières années. Et c'est pas parce qu'ils sont en Ligue 2 qu'ils arrêtent de bien travailler. Mais voilà, je pense que vous avez tout résumé. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui et c'est dommageable. Hein. C'est vrai que notre base de supporters, c'est compliqué aujourd'hui de leur vendre des joueurs avec une notoriété un peu plus faible, alors que le potentiel est là. Et je pense que après, est-ce que c'est vrai, comment dire, est-ce que c'est les supporters qui influencent le recrutement? Si c'est ça, c'est un problème quand même, hein, que le directeur sportif se dise. T'as pas complémentaire quand tu dis que parfois le PSG n'ose pas parce qu'ils vont se dire est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va vendre des maillots, est-ce qu'il a assez de followers sur mais c'est ça, mais c'est grave, si déjà dès le début de la réunion de travail les gars ils te disent on va prendre que des joueurs connus, déjà on se met d'accord, les pépites et tout vous me les sortez pas, déjà là je pense qu'il y a un vrai problème. Tu dois construire l'équipe, pour l'équipe, pour le côté sportif, pas pour nous faire plaisir principalement. Bien sûr que oui, on veut tous entendre des noms ronflants, mais on a cité beaucoup d'exemples. C'est quand même possible de réussir quelque chose, et le pire c'est que ça tu vas te faire de l'oseille en plus par-dessus derrière, donc c'est quand même tout bénef. Kamavinga pour moi c'est l'exemple, voilà, ça a été le hit la saison dernière et maintenant on dit on va se mettre sur Kamavinga et ça se trouve ça sera un flop. Non mais tu mets 70 millions sur Kamavinga aujourd'hui, pour moi ce serait incompréhensible. Incompréhensible. Pour apporter l'information, je sais pas pourquoi RMC a sorti ça, jamais de la vie, d'abord Rennes peut réclamer 100 millions parce qu'il lui reste un an de contrat. Qui est en position de force? Rennes, Kamavinga. C'est Kamavinga. Tous les jours. Bien sûr, s'il décide, il dit non, moi je prolonge pas, ils seront obligés de le vendre cet été à 35, 40 millions avec bonus compris, ça s'arrêtera là. C'est tout. Exactement. Je comprends pas qu'on relaie ce type d'informations. Mais ils disent 100 pour tout le monde, apparemment 100 pour Dogu aussi. Ils ont dit non, mais c'est un chiffre générique. C'est 100 minimum. Hein. D'ailleurs, c'est Da Silva, heureusement qu'il est en fin de contrat, sinon Lyon aurait fait 100. Sinon c'était 100. Pour l'acheter t'as vu l'annonce, ils l'ont annoncé comme si c'était Maldini, donc 100. J'ai vu le clip de présentation de Lyon. Ah ouais, non, mais j'étais hypé, hein, mais quand j'ai vu que c'était Da Silva, je me suis dit c'est Da Silva quoi. En tout cas, Lyon, avec ce recrutement, Lyon, ils affichent les ambitions pour l'année prochaine, je vous le dis. Ah là, ils montrent. Ah mais on vit une autre époque, hein. Que Lyon signe Da Silva, c'est notre époque. Quand ils font venir Morel à l'époque, c'est à peu près le même. Et encore, tu rigoles, mais j'ai eu des bagues des amis, mais Morel encore, il avait de la C1 dans les jambes, il avait quand même une carrière quand même si c'était à Marseille, il avait une carrière. Je suis désolé. Ah, tu n'as pas le droit. Non. Vous savez comment je l'ai glissé? Même si, mais bon. Non, mais il avait quand même une certaine expérience. Da Silva, c'est quand? Et puis 2 ans à Rennes, quoi. Da Silva, il n'a pas été pris de vitesse par Neymar. C'est son fait d'armes cette saison. Quoi. Voilà. En tout cas, voilà, on a parlé déjà de tout ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Évidemment, il y a des noms qui vont sortir, etc. Mais voilà, on parlera des pistes qui peuvent être concrètes. Là, aujourd'hui, on a fait les défenseurs. On a parlé des défenseurs que les chroniqueurs aimeraient recruter, qui sont possiblement achetables. Bon, évidemment, tous les prix, évidemment, sont chers parce que on pourrait faire un podcast avec que les talents, etc., dénichés. Mais on n'est pas payé pour être scout pour le PSG, déjà. On n'est pas. Ce que j'allais dire. S'ils sont prêts à payer, on peut en discuter, mais il faut pas. Non, mais déjà, on a dit des noms. Donc c'est bon déjà. En plus, Ils peuvent nous écouter.
je vais te le dégoter, moi, le latéral droit. Envoie-moi où tu veux, affrète-moi un jet, t'inquiète pas, hein, je vais te trouver une pépite. Hein. Mais voilà, on n'est pas scout au PSG. On essaye de vous donner les joueurs que nous on connaît, etc., qui n'ont pas encore percé, qui pourraient aussi venir au Paris Saint-Germain. Je parle pas de Hakimi, Skriniar et Hernandez. Je parle quand on a parlé des latéraux droits, etc. Mais pour les plus anciens, et je termine là, il y avait eu sous comment il s'appelle l'entraîneur du Maroc qui était au PSG. Ah, j'ai oublié ce plat. Ayodik. Valide. Il avait fait une petite trouvaille qui était pas mal. C'était Ibisevic et ensuite il avait fini en Allemagne. Il mettait but sur but. Donc même à l'époque avant QSI, il y avait des petites des petites trouvailles comme ça à droite à gauche. C'était pas mal. Ah, on était obligés, on n'avait pas trop le choix. Oui, ça coûtait pas cher. C'était les Balkans donc. Et après, on a recruté dans les gros clubs, Jérémy Clément à Saint-Etienne. Là, c'était la grosse recrue, quoi. À l'époque, c'était, il a une bonne saison en Ligue 1, c'est énorme qu'il vienne au PSG. On est d'accord. On était plus tolérants, hein, à l'époque. Voilà, on était plus tolérants. Bon, en tout cas, voilà, on traitera la prochaine fois des milieux de terrain, hein, pour continuer justement sur ce bilan de la fin de saison du Paris Saint-Germain. Samy, tu es le bienvenu quand tu veux pour revenir sur le podcast. C'est un grand plaisir d'avoir été avec nous. J'espère que tu t'es régalé à parler de tes sujets. Ouais, c'était bien, c'était top. Merci beaucoup. Bon, je te laisse aller avec la petite. Elle va se réveiller tout doucement là. Hein. Ouais, elle est réveillée, elle a commencé déjà à faire des petits bruits. D'accord. Bon, mais comme son lit en hauteur, elle peut pas descendre. Tu vois, c'est ça le piège. Elle a besoin de toi. Bon, voilà, je vous laisse beaucoup. Merci Emous et merci Yacine une nouvelle fois d'avoir été avec moi pour le podcast. Et puis on se donne rendez-vous le prochain. D'ici là, on aura encore plein d'autres choses, j'imagine, à débriefer dans le podcast. Salut à tous et bonne soirée. Ciao. Ciao.